Bienvenue au segment Eros et compagnie, surnommé cette année le segment Format Collation, dans lequel on vous présente des jouets sexuels disponibles chez Eros et compagnie. Et après la description, Emna tentera d'associer un candidat ou une candidate d'OD au jouet de la semaine. Cette semaine, on vous présente le tourbillon. Offrez-vous une symphonie de sensations sans précédent avec le tourbillon, le jouet révolutionnaire à 3 moteurs. Conçu pour révolutionner vos moments intimes, ce jouet luxueux allie beauté, puissance et polyvalence dans un seul emballage irrésistible. Moment ASMR? Non? Si je te OK. rattrape, Mani. Tripler la puissance, tripler le plaisir. Ça part. Donc, vibration, un moteur qui fait vibrer l'ensemble du jouet avec une énergie palpitante. Pulsion d'air au niveau du clitoris. Un moteur externe dédié pour une aspiration douce mais efficace qui réveillera votre zone la plus sensible. Et la rotation interne... ça spin! Ça spin, hein? La rotation interne, une fonctionnalité unique conçue pour fournir une stimulation... non, le site d'Eros, des fois, pour fournir une stimulation interne alléchante. Chaque moteur dispose de 10 modes distincts, offrant des possibilités infinies pour combiner les sensations ou profiter de chaque fonction indépendamment. Que vous exploriez de douces caresses ou des rythmes intenses, le tourbillon s'adapte à vos envies. Mais ne vous fiez pas qu'à la description, fiez-vous aussi aux commentaires de Cynthia qui nous dit sur le site web « Très bon jouet! J'ai découvert ce jouet dans une démo à domicile. » Je savais pas qu'Eros faisait ça, mais apparemment qu'ils font des démos à domicile. Et j'ai hésité à l'acheter sur le coup. Finalement, après en avoir parlé avec mon chum, il m'a convaincu de le prendre. Et waouh, je l'adore! J'aime commencer, mais là, elle nous donne un petit cours 101, un petit mode d'emploi. J'aime commencer par juste la succion sur le clito. Après, je commence la vibration. Et quand je veux la totale, je termine avec le mouvement de rotation. Et c'est tout simplement incroyable. Emoji comblé. Un emoji de grand... Je suis pas très timée. Voilà. Oh, voilà. Alors, Emna, dis-moi, si le tourbillon était un candidat ou une candidate d'OD, qui serait-il? OK. Alors, tu l'as dit, c'est un jouet révolutionnaire qui a 3 moteurs. Puis là, il allie beauté, puissance, polyvalence. Ça dit tripler la puissance, tripler le plaisir. Il y a beaucoup le chiffre 3, OK, dans cette description. Donc, j'ai décidé de l'associer à 3 personnes. Soyons folles aujourd'hui. Okay, je me demandais où est-ce que tu s'en allais avec ça. Je commence avec Elijah. Oh! Elijah, je l'associe à la puissance. Oh oui, power pour move. la puissance de son geste pour Annie et Damien, OK? Ensuite, nous avons pour la polyvalence Cédric, Loverboy et grand défendeur du couple, Annie Damien, lui aussi. Et finalement, pour la beauté de sa maturité émotionnelle, Joanie, qui a dodge le plus grand des bullets en n'étant pas choisi par Anthony. Alors, ce trio, je l'espère, aura beaucoup de plaisir à se partager le tourbillon. Oh, wow! C'est vraiment... Je pense que c'est ta meilleure offrande. C'est poétique, hein? Oui, c'est très poétique. Parfait. Ben merci, Eros et compagnie, de soutenir les ficelles. Vous pouvez utiliser le code promo FICELLE15, tout collé sur leur site web pour profiter d'un joli rabais sur vos achats. Merci, Eros. Merci! Bonjour à toutes et à tous. En ce mercredi 22 octobre 2025, vous écoutez Les Ficelles, le podcast féministe sur Occupation Double Chypre. Nous sommes présentement dans les studios de Virage Sonore. Autour de la table aujourd'hui sont réunis Emna Achour, Hello. Amélie d'OD Pépites, bonjour, et moi-même, Amélie Faubert. On vous parle aujourd'hui de célébrer la langue, de l'hégémonie des hommes et de l'homosocialité. Bonjour tout le monde! Bonjour! Bienvenue au Ficelles, Amélie! Merci! On est vraiment contente que tu joignes à nous aujourd'hui pour ce 7e épisode de la saison. Déjà. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, Amélie est la créatrice de la page Instagram OD Pépites. Une page qui répertorie de façon humoristique les tournures de phrases et expressions des participantes d'Occupation Double. Elle est aussi passionnée par les langues, la linguistique, le français et plein d'autres affaires nerd. Oui, c'est ça. Est-ce que tu voudrais nous parler de ton rapport à Occupation Double puis un peu comment t'en es venue à créer OD Pépites, qui est très apprécié des ficelles d'ailleurs. Oui. Mais puis le compte a explosé là, dans les dernières semaines. C'est-tu vrai? Oui, c'est vrai. Mais il y a Rick puis Naomi qui ont partagé une publication, ouais. Fait que j'écoute Occupation Double depuis que ça existe, depuis Blainville. J'ai regardé toutes les saisons, sauf OD dans l'Ouest puis OD chez nous, parce que, je sais pas, OD dans l'Ouest. C'était les meilleurs! Ouais, c'était une belle saison quand même. Ouais, c'est ça, mais je sais pas, OD chez nous, c'était la pandémie, puis là, moi, j'étais en dissociation.
Puis ouais, j'étais vraiment jeune quand ça a commencé quand même, là, genre j'avais 12 ans comme. Fait que je me souviens que j'avais pas le droit de l'écouter si ma mère était pas là. Parce que oui, elle avait peur que je vois des choses que... Mais qu'est-ce qu'elle faisait quand t'étais là? Elle te cachait-tu les yeux ou elle te donnait genre du contexte? C'est vraiment une bonne question. Parce que j'ai le souvenir qu'à un moment donné, elle m'a dit, là, ça... Comme là, ça, tu le regardes pas, puis j'étais juste comme partie, puis je l'avais regardé le lendemain parce que j'étais curieuse, puis j'avais pas filé, parce qu'effectivement, c'est spécial. J'avais pas l'âge. Fait que c'est ça. Puis j'ai adoré les saisons avec Pierre-Yves Lard. Pierre-Yves Lard, j'ai un petit croche dessus. Fait que, moi, je pense que c'est celle que j'ai le moins écoutée. Moi aussi, je sais pas. Ça, c'est plus proche de 2012, hein? Ouais, moi, j'étais trop c'est ça, on était trop occupés avec la grève étudiante. Ça trahit nos âges, vénérables, Lemna. Okay, mais je vais peut-être les réécouter parce que là, depuis la semaine passée, on sait qu'ils sont tous sur YouTube grâce à Tommy Lee. Fait que je vais recommencer. Ouais. Mais moi, j'aimais juste ça quand ils demandaient à une candidate avec qui tu veux partir en activité. Moi, j'étais comme choisis PY. Genre, moi, je choisirais PY. Choisis l'animateur. Moi, j'aurais choisi PY, pour vrai. C'est drôle. Puis là, c'est ça. Il y a eu Odé Martinet, qui a 4 ans, qui m'a profondément marqué. Puis là, c'est pas à cause des épisodes d'intimidation, oui, un peu, c'était pas nice, mais en fait, il s'est passé quelque chose. Félix, un des piments, pour reprendre un terme ficellesque. Ficellesque, j'adore. Elle a dit, je suis allée les ranger de façon peut-être un peu à brusque. Puis, à brusque, ouais. Puis plus tard, il a dit, arrive que pourra. Puis là, moi, pour citer Alex d'OD Mexique, les films se sont touchés. Puis ça m'a donné envie de les recueillir, en fait. Ces phrases que c'est depuis cette saison-là. Ben, grâce à Félix. Oui, fallait bien qu'il nous laisse quelque chose. Fallait qu'il y ait une legacy un peu, hein? Maintenant qu'il n'est plus dans aucun épisode. Ils ont tout coupé sa face puis il est flouté. C'est ça. Mais tu sais, c'est ça, comme tu as dit tantôt, là, moi, j'aime beaucoup les langues, j'aime le français. J'ai toujours aimé le français. J'aimais ça faire des dictées. Là, j'avais dit ça à Gab. Puis c'est ça. J'en suis comme pas revenue de à brusque puis de arrive que pourra. Fait que, en fait, ça me fait rire encore. Fait qu'à partir de là, mon rapport à OD est devenu quand même très linguistique, si on veut. Puis c'est mon petit plaisir de l'automne. J'adore. Merci. On a hâte d'entendre ton sujet. Je pense que ça va être la première. Tu as déjà parlé une fois de classicisme là, par rapport aux langues. De classisme, pas classique. On avait appelé l'épisode les si, les règles. Quelque chose comme ça, mais de vraiment... deep dive dans la linguistique d'OD, ça va être une première officielle. Merci. N'hésite pas à intervenir pendant les faits saillants d'Emna. Ouf. Alors, c'était somme toute plate comme épisode dimanche. Oui, absolument. Mais il s'est quand même passé plusieurs choses genre ficelle-worthy, même si c'était plate. Il y a eu le voyage Sébastien-Béatrice que... Tous les ficellos n'ont haï, visiblement, si on se fie au thread de dimanche. Il y en a qui disaient qu'ils en ont profité pour sortir leur vidange ou faire leur vaisselle pendant ce bout-là. Non, mais il y a aussi des gens qui disaient « ça m'a permis de catch up tout le thread de discussion parce que j'avais rien d'autre à faire. » C'est malheureux. Je pense que c'est aussi la façon que Sébastien et Béatrice ont gagné leur voyage qui a déplu. Là, le fameux jeu de la bouteille qui a créé de la bisbille au sein des maisons. Parlant de bisbille, je vais y aller vite fait là, dans le sujet que j'ai pas tant envie de parler, mais je l'ai dit un peu là, dans le thread. Ça m'a beaucoup trigger l'épisode de dimanche. Puis encore une fois, à chaque fois que Annie est mêlée à des chicanes, ça vient me trigger. Ça vient me trigger pour plein de raisons. J'en ai parlé, vous les avez écoutées, mes chroniques du début de la saison. Fait que là, je vais revenir dessus, mais pas longtemps, OK? Fait que Annie, Cindy, bon, clairement, ça va pas du tout, ces deux-là. Ils ont besoin de médiation, quelque chose. J'ai vu tellement de vidéos, je sais pas vous, là, juste dimanche soir, là, vraiment des gens qui ont whip des vidéos super rapidement, là, des créateuristes connus, moins connus, qui avaient tout un take sur Annie en général. On en a aussi beaucoup parlé sur le thread, là, sur notre page Facebook. Vous connaissez mon avis sur Annie, OK? Vous connaissez mon avis sur Annie, il est toujours le même. Je pense qu'on peut critiquer quelqu'un tout en reconnaissant que ce qu'elle vit, c'est très, très, très chargé racialement. Puis en gros, dimanche, elle a eu ses torts, bien sûr. Elle n'a pas été très délicate. Quand elle a tassé Cindy de la bouteille, je trouvais par contre que la façon que Cindy le racontait, tu sais, à chaque fois, il y avait comme un flashback de ce qui était arrivé. Puis Cindy soignait le poignet beaucoup plus fort que Annie l'a actually fait. Je veux juste dire ça. En noir et blanc aussi. En noir et blanc, c'était tellement drôle.
dramatique. Mais c'était pas fin. Là. Je comprends, Cindy, elle a eu de la peine. Cindy, c'est une grande sensible, on le sait. Là. Elle pleure depuis le début de la saison pour plein de raisons. Elles ont essayé de s'expliquer. J'avais l'impression que les deux se parlaient, mais ils se comprenaient pas du tout. Annie, elle a même dit qu'elle voulait pas rester en relation avec quelqu'un qui fait... C'est parce qu'Annie, elle en voulait à Cindy pour la joke qu'elle avait fait quelques jours avant. Sur Damien, clairement, Annie a des insécurités. Annie, je pense que c'est elle qui a dit qu'elle s'est déjà fait tromper. En tout cas, c'est chargé de plein de sens. Après, moi, le genre de chose qui m'a titillée, c'est une femme blanche en conflit avec une femme noire qui braille pendant que la femme noire reste comme plus détachée de glace. It's giving white tears, it's giving privilege. Moi, ça vient me chercher, même si je conçois que les deux avaient des torts dans la situation. Moi, j'ai surtout pas aimé quand Cindy, elle a dit, en faisant sa joke, là, Annie me fait peur. Pour moi, c'est ça aussi. C'est très, très, très chargé racialement. Aussi, mais par contre, j'ai pas compris, après ça, la table de délibération très... intense aussi, mais quand Annie a comme dit « Oh non, mais maintenant, c'est réglé entre Cindy et moi, puis tout le monde a fait... » Moi, j'étais genre, on a-tu pas vu quelque chose? Ben, je pense pas, parce qu'après ça, Cindy était comme, de quoi tu parles? Un peu en mode, pour moi, tu sais, je veux dire, on va être courtoise, mais comme c'est réglé au sens où on n'est pas redevenus amis après que tu m'as dit que tu voulais pas être mon amie, là, comme c'est ça, la prod nous a montré Annie qui dit « Je veux plus qu'on soit amis ». Puis après ça, nous a montré la table de délibération. Puis là, entre-temps, il y a eu... je comprenais pas quand Annie a dit pendant que tu me faisais mes tresses, c'était correct. Puis j'étais comme Cindy défaisait les tresses d'Annie, même si elle lui avait dit qu'elle voulait pas être son amie. Là, j'étais genre, je comprends pas l'ordre des événements. Chicane secondaire. Et ça, je me disais, je pense même que, par exemple, on était plus matures, mes amis et moi, au secondaire. Genre, on s'est jamais vraiment pognés pour des affaires de même. Mais oui, mais puis même, l'épisode, c'est fini. Puis là, ils se font un câlin, puis ils sont comme, on s'aime. On est des petites sœurs, on a une relation de petites sœurs. J'étais comme, oh boy. Le montage, c'est confusant, tout à fait. On aurait pu avoir un peu plus d'infos, peut-être dans OD Extra. Là, c'est ça. Je trouvais qu'il manquait de petites infos après. Mais t'es occupée à montrer comment ils ont fait une maison de l'amour sur le bord de l'eau. Oui, pas de moustiquaire d'ailleurs. Mais la plus grande perdante de ça reste la sororité. Oui, c'est ça. Je vais en parler un peu plus tard parce qu'il y a eu encore une fois trop d'exemples de non-sororité. Mais c'est ça. Juste pour conclure sur Annie, Cindy, tout ça, est-ce qu'Annie a 100% raison tout le temps? Évidemment que je pense pas ça. Mais je vous invite à réécouter mes chroniques. Je vous invite à réécouter Woke or Whatever qui avait fait un épisode là-dessus. Puis à juste toujours garder en tête les dynamiques de pouvoir puis la charge raciale quand vous avez comme premier réflexe de courir j'allais dire pas à la défense d'Annie, mais l'inverse, défendre, mettons Cindy, puis prendre Cindy dans vos bras, puis tout de suite jeter Annie devant l'autobus, c'est vraiment tout. Table de délibération, maintenant. C'était spécial. Oh boy. C'était spécial. Je veux juste dire, c'est quand même drôle que ça soit Clara qui est vouch auprès de Béatrice, que si elle puis Seb avaient une décision à prendre par rapport à l'élimination pendant leur voyage, que ça soit une élimination de filles parce qu'ils veulent sortir Annie. Puis que là, ça la bite in the ass. Absolument. Fait que là, karma is a sweet, sweet bitch. C'est parfois. J'ai envie aussi de souligner le sauvetage spectaculaire qu'Elijah a effectué alors que les gars allaient éliminer Annie. Parce que Chris, ils allaient presque réussir leur plan machiavélique, les Mean Girls et les Mean Boys. Mais finalement, Elijah a sacrifié sa connexion peut-être pas assez forte au prix de sa bromance avec Damien, je sais pas. Puis on a appris que Damien, ça aurait été lui qui était éliminé, fait qu'il allait vraiment comme réussir leur petit plan. Finalement, Elijah est arrivé à la rescousse. Moi, je me demande, c'est-tu vraiment parce qu'il voulait, c'est ça qui a circulé beaucoup, là, sauver les pauvres filles de la mauvaise ambiance dans les maisons, ou c'est parce que dans leur tête, c'est 100% inconcevable qu'un couple 100% noir se rende de plus loin dans l'aventure, je sais pas. Je pense que c'est comme inconscient. Je pense qu'ils se sont donné bonne conscience de se dire c'est comme pour l'ambiance des maisons. C'est pas par racisme, c'est pas pour l'ambiance. Oui, c'est ça. Puis je pense aussi, mettons, vu que les deux choix, c'était les filles avaient dit, c'est soit JP ou Annie, sacrifiés dans une des deux pour l'ambiance, mais comme Maxime est plus apprécié, je pense, que Damien dans les maisons, le choix, c'était comme... teinté en plus du fait que, mais tu sais, est-ce que...
Moi, Damien, là, j'ai hâte qu'on ait plus de temps d'écran parce que, tu sais, on le sait que c'est un preacher étrange sur TikTok. À date, ça paraît pas tant. Je sais pas si les gens le savent. Est-ce qu'il en a parlé? Il arrête pas y a de genre 600 000 abonnés sur TikTok. Je sais, on a fait un deep dive hier soir après. On s'est couché trop tard. M9 moi hier. Oui, on a. Je sais pas si c'est à cause de TikTok. On a su beaucoup de choses sur lui hier. Oui, il est abstinent depuis 6 ans. Si jamais vous vouliez savoir. C'est seulement 6 ans, fait que c'est pour ça qu'il y a une attitude de gars qui s'est déjà trempé le pinceau pour te citer hier soir. Non, mais c'est parce que Amélie me dit, maintenant, il est abstinent, il dit qu'il est abstinent. Puis là, on dirait que j'étais comme, là, je connais pas, je prétends pas que je connais les hommes et comment ça fonctionne dans leur culotte, mais j'étais genre... me semble qu'il n'y a pas l'attitude d'un gars abstinent. Me semble qu'il y a l'attitude d'un gars qui s'est trempé le pinceau une couple de fois dans sa vie. Puis là, on a su que non, il est abstinent depuis 6 ans. Donc, il l'a non été. C'est une wild ride, le TikTok de c'est fascinant. Vous irez faire un petit tour. Aussi, il a déjà eu les cheveux longs, mais Dieu lui a dit de se couper les cheveux. Oui. On fait des jokes, on n'a rien contre la religion. Non, absolument pas. On sait quand même qu'il y a des fois, il y a des tangentes. Mais c'est fou que, en tout cas, à moins qu'il l'aille juste pas gardé au montage, me semble que quand c'est vraiment ça ton sujet de prédilection dans la vie, puis sur ce quoi tu parles dans les maisons, tu sais, ça m'étonne qu'il n'en a pas parlé avec les candidats dans la maison. Peut-être qu'il n'a pas senti d'ouverture. D'après moi, il coupe. Moi, je pense que c'est... Qu'est-ce qu'il y a des tangentes politiques, religieuses. Mais au-delà de ça, moi, je pense que c'est aussi la différence avec qu'est-ce que Jay faisait avec OD. Comme, mettons, moi, j'aurais pu imaginer un cœur à cœur avec Jay, avec Damien, qui explore sa foi. Mettons. Oui, il n'y a plus ça, les cœurs à cœur. Il n'y a plus ça, les cœurs à cœur. Maintenant, il s'en crisse un peu, tu sais, avec la nouvelle animation. Fait que mais en même temps, peut-être qu'est-ce qu'il dit, c'est tellement batshit crazy. Tu sais, on dirait que malgré le fait que c'est un homme noir puis qu'on veut le soutenir, on veut qu'il aille loin, je suis comme, mais si c'est un preacher comme qui... Tu sais, est-ce que, tu sais, comment on. En tout cas, moi, j'ai la difficulté à me positionner là-dedans. Là, moi, c'est sûr que ça me taperait ses nerfs me faire parler de Jésus à longueur de journée. Là, fait que, bref. Mais en tout cas, merci quand même au roi Cédric d'avoir call out le nonsense de la réflexion sur la fameuse ambiance dans la maison. C'était une intervention inespérée. Moi, je l'aime de plus en plus, Cédric. Oui, hein? Oui, vraiment. Cédric, il vient de Saint-Eustache, hein? C'est possible. OK, c'était hair flick, en faisant un hair flick. Fait que oui, represent Saint-Eustache. Marché aux puces. Cinépark, voilà. Je ne sais pas si lui, il est ouvert à bouger parce que Sébastien semble très accroché à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et la question que je me pose, c'est pourquoi? Mais bon. C'est un joueur de hockey, je veux juste le rappeler. Là, there's no sense to make out of him. Dimanche, on a aussi vu la fin du party vernissage. Oh boy. Où il n'y a pas eu de vernissage. Comme j'ai rien compris de ce concept. C'est un weird concept. Dans le sens, il aurait pu ne pas dire vernissage. J'aurais pu dire juste party guest list, je sais pas. Mais il n'y avait aucun party. Puis il n'y avait pas de party. En plus, là, ça aurait dû s'appeler quelque chose de malaisant pendant 22 minutes. Il y avait des fausses toiles gossées par l'accessoiriste, sûrement entre 2 tournages de Via Ferrata. Mais non, t'as pas vu le beaucoup trop long segment dans OD extra là-dessus? Mais c'est pas un accessoire. Je dis accessoire. Je sais pas, c'était Alicia puis Fred qui en ont fait un. En plus, moi, je l'ai skippé. Non, c'était trop long. Je dois l'admettre, je l'ai skippé. J'étais plus capable. J'étais rendu très tard, j'étais comme, c'est terminé. Fait que bref, pas une réussite. Ce concept de party. D'ailleurs, dans ce party-là, on a vu, en tout cas, moi, j'ai été... j'allais dire affectée. Non, là, je mangeais mon gratin de chou-fleur pendant ce temps-là, puis ça allait très bien. Mais le manque de considération pour Julie Pierre. Absolument. Tu sais, je sais là, que c'est une affaire de couple puis chacun pour soi, mais ils défendent tellement tout le temps. Là, je vais défendre mes girls, je vais défendre mes boys. Puis là, ils l'ont laissé poireauter là, la pauvre. Même les gens qui n'avaient pas leur top dans les maisons, j'ai trouvé ça chien. Puis l'excuse, c'était, mais non, mais on n'a pas la notion du temps. J'étais comme, mais là, c'était quand même calme de sentir. Il y a comme une espèce de truc de vaudeville un peu, là, où Catherine était comme, ben moi, je vais y aller tout de suite, genre, je vais sortir. Annie, Planète était comme, non, moi aussi, je sors. Puis là, personne n'est sorti. Puis là, c'était comme, Maxime qui était comme. Les filles, comme, chop, tu sais, ouais. Puis finalement, Julie Pierre n'a pas pu rentrer, puis Sébastien, puis Béatrice non plus, mais c'est pas plus grave pour eux autres. Là, ils revenaient de voyage. Non. Bref, pas très cool. Encore une fois, comme tu le disais, un autre épisode teinté par le manque de solidarité. Comme quand, pendant la bouteille, Julie Pierre, justement, a fait un commentaire sur le fait qu'elle s'était fait bumper par Catherine pour avoir une chance d'être autour de la bouteille. Puis elle a juste dit comme, ça aurait valu la peine que je te laisse partir en voyage la semaine avant. Puis là, Catherine, elle a pas aimé ça. Fait que là, ça a donné lieu à une espèce de discussion de Mean Girls sur Julie Pierre que je trouve jamais agréable. Elle l'a vraiment pas eu facile, Julie Pierre, dans cet épisode-ci. En plus, comme quand elle voulait... Tu sais, j'ai trouvé ça quand même... Elle savait qu'elle était pas contente après le party. Elle comprenait que c'était pas rationnel d'être autant en crise, mais elle était comme...
collez-moi patience. Ouais. Tu sais, laissez-moi tout seul. Puis là, t'avais les filles qui allaient la voir. Annie qui était comme, non, mais descends. Mais non, Ouais. mais collez-y patience. Ouais, je pense qu'elle savait que, ben, tu sais, quand t'as la maturité de savoir que les émotions montent, puis il n'y a rien de bon qui va Ben, sortir. c'est ça. Moi, j'ai comme compris, mais je pense que des gens sur notre pause de discussion aussi ont compris que comme elle voulait pas gâcher le débrief des autres. Fait que comme Elle était laissez-la. juste comme moi, j'ai besoin de C'est ça, laissez-la souffler mes mariner, bougies, comme là, dirait mon oui, amie c'est ça. maman. Quand ça va pas, souffler des bougies sur vos doigts, puis ça va mieux aller. Ben, Bref. c'est ça, le pauvre Julie-Pierre. Ou sinon, ben, en tout cas, un autre épisode de non-sororité, soit Annie avec Cindy ou ben, tout le monde qui gang up contre Annie aussi. C'est un ordinaire moment de sororité. J'ai aimé le commentaire de Ficelloune Roxy qui a dit « Elijah était plus loyal envers son boy que toutes les filles entre elles dans cet épisode. Ouais. Sinon, dimanche, il y a aussi eu des nouveaux French qu'il n'y avait pas eu auparavant. Cindy Matisse, du bon mangeage de gueule, tel que décrit par Matisse. Très romantique. Oh my God. Et Cédric Catherine, beaucoup plus mignon. Cédric monte dans notre estime. Je pense qu'il est assez... ben dans le sens, ça reste un homme and the bars on the floor, on se rappelle. Mais Cédric, Saint-Eustache, ça doit être l'effet Saint-Eustache. Ouais, c'est l'effet Saint-Eustache. Mes meilleurs commentaires sur le thread, il y a eu Ficello Simon qui se retrouve un peu tout le temps dans ce top qui a dit « Si Annie sort avant Clara ou Cindy, je vote pour Simon et Mia en finale. » C'est bon! C'est bon. Il y a Ficelloune Joël qui a dit... oui, on va donner 2 minutes à Amélie pour en revenir. Ficelloune Joël qui a dit « Ah, ben c'est toujours le fun, voir une fille se faire dire que c'est sa faute si elle rejette puis qu'on l'isole sans arrêt parce qu'elle n'a pas assez essayé de s'intégrer au groupe de filles. Ça fait pas secondaire 2 pantoute. » Elle faisait référence à la table de délibération quand, encore une fois, les Mean Girls, Alexandra... Catherine est comme moitié... est Ming. Tu sais, moitié Mean Girl, pas 100% Mean Girl, mais des fois, elle a ses moments. Puis Clara. Mais moi, Alexandra, pour vrai... Oh mon Dieu. Je te le dis, elle ébranle mon féminisme, te le dis. Elle l'ébranle. Je la trouve tellement... Mais c'est pas agréable. C'est misogynie internalisée, c'est pick-me, c'est tous les défauts reliés au patriarcat. C'est tout le temps lui à blâmer, mais tout de même. Ficelloune... c'est peut-être encore Joël. Mon Dieu, Joël. J'espère que les oreilles te cillent. J'arrête pas de te citer. Julie-Pierre, elle dit, je sais pas comment le formuler, mais elle respecte pas les codes en termes de honte féminine, en guillemets. Elle dit qu'elle aime le sexe. Elle french sans essayer de se justifier par des sentiments qu'elle a pas. Elle parle fort. Elle essaye pas d'amortir ses propos pour les rendre digestes aux autres. On dirait que les autres essaie de la punir, d'oser se crisser de ce qui est convenu quand t'es une femme. J'adore. On va en reparler dans ma chronique un peu. J'adore. Oui, c'est drôle, ça. J'adore. Et sinon, mon top commentaire revient à Ficelloune Marie-Ève qui a dit, en citant sa blonde qui, dit-elle, est anglophone et nouvellement initiée à OD, more rock climbing? Point d'interrogation. Oui, toujours more rock climbing dans ces épisodes. Puis quelques petits faits saillants de la semaine, là, parce qu'on s'entend, on est tout le temps rendu bien loin dans la semaine, mais c'est cette semaine que Anthony a dû choisir entre Alexandra et Joanie et qu'il a choisi Alexandra. Is it the right choice? That doesn't point that way, mais on verra bien. C'est aussi cette semaine qu'il y a eu Nuit de l'amour entre Arnaud et Lauriane. Pas de moustiquaire, ce qui m'angoisse bien gros. Ils ont dormi à belle étoile, eux autres, de même. Je sais pas. Ils n'ont pas dormi, c'est ça. Ben c'est ça, ils n'ont pas dormi. C'est peut-être plus facile d'écarter les coquerelles quand tu dors pas. Le jeu des questions, quand Sébastien a demandé à Béatrice qui embrasse le mieux entre lui et Maxime, c'était cette semaine aussi, c'était moche. C'était moche. On a appris dans les vendredis au dé cette semaine qu'il y avait eu French entre Anthony P. et Joanie dans la maison des exclus. Qui l'eût cru? Mais quand ils ont dit est-ce que genre ça pourrait aller plus loin? Anthony a dit non. Fait que voilà, ça mérite d'être clair. Il y a aussi eu l'atelier poterie Sébastien Béat qui nous a gossé tout le monde. C'était ça, le résumé de la semaine. Merci, Emna. On se lance avec le sujet de notre invité qui va nous parler de la célébration de la langue à Occupation Double. Oui, alors effectivement, on va parler de langue. Pas celle que les candidats et candidates utilisent pour Frencher ou encore pour apprécier toute la complexité aromatique d'un bulle de nuit bien frais, mais bien celle qu'ils et elles utilisent pour se dire « t'es dans mon top 1 ». Puis là, spoiler alert, comme tu dis, Emna, souvent, bien que la description en haut de ma page soit « c'est bien dit presque », que je trouve ça bien comique qu'un dude ouvert dans sa sexualité se qualifie de malcommode.
et que j'affectionne particulièrement le mot « abrusque », je m'en viens pas vous dire qu'il s'exprime donc bien mal. Quand j'ai reçu l'invitation officielle, j'étais comme « Oh, cool, c'est donc bien le fun, c'est donc bien inattendu ». Puis là, pas longtemps après, j'ai sombré dans l'enfer de l'anxiété en réfléchissant à mon sujet. Parce que je savais que je voulais parler de langue, mais c'est quand même un sujet qui peut être sensible puis polarisant. Si tout le monde n'a pas nécessairement d'opinion sur les drôles de chapeaux que porte notre animateur Fred, tout le monde a une opinion sur la langue. Parce que tout le monde parle, tout le monde se sent un peu expert. D'où les avis tranchés sur genre l'utilisation d'un mot ou d'une tournure de phrase, une façon de prononcer. Fait que là, c'est ça. C'est important de dire que, bien que j'ai étudié en linguistique, je viens pas aujourd'hui en tant qu'experte linguiste, pas du tout, mais vraiment en tant qu'experte pépite, m'étant vraiment très bien aiguisé les oreilles depuis 3 ans. Oui, aiguise bien tes oreilles, quote d'un autre des 3 piments, Dodé Martinique. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quand même pas mal d'encre qui coule sur la qualité du français à OD. Je vais pas topper toute la... Je vais pas la topper toute la chronique. OK, excuse-moi. Donc... moi, je suis encore stickée sur Abruce, je sais pas quoi. Mais ça fait 4 ans, puis j'en suis pas revenue. Là. OK. Donc, il y a eu un article récemment dans le journal 24 heures intitulé « Lâcher les candidats d'OD Chypre avec leur français », dans lequel une sociolinguiste est interviewée et qui mentionne qu'il ne faut pas s'attendre à ce que les candidats et candidates d'OD soient des modèles langagiers. Tout à fait. Oui, c'est ça. Mais si moi, mon activité préférée de l'automne, c'est d'écouter OD en quête de tournure de phrases farfelues, il y a des personnes qui aiment disserter longuement sur les mêmes erreurs de langue, année après année, puis je mets « erreurs de langue » entre guillemets. Fait que là, la première chose, c'est que je me suis demandé si c'était exclusif au Québec, en sachant quand même très bien que non. Fait que j'ai cherché sur Google, comme avait dit une de mes profs à l'université, s'il y avait des articles qui parlaient spécifiquement du langage de participants à des téléréalités. Je suis tombée très rapidement sur un article intitulé « Quand les candidats de télé-réalité massacrent la langue française », datant du 19 septembre 2014. Oh, wow! Ça veut dire 19e siècle, ça m'a fait. Mais... Ça aurait pu. C'est juste parce qu'il n'y avait pas de télé-réalité. Oui, c'est ça. Puis c'était paru dans le TV Magazine du Figaro, journal quotidien français, publié à Paris. Dans cet article, on nous présente un top 10 des pires fautes de langage commises dans les diverses téléréalités en France, en prenant bien soin de préciser « âme sensible s'abstenir ». Oh, hein? Boy! C'est lourd, la langue française en France. C'est lourd. Confidence, je suis une personne vraiment très sensible. Puis là, c'est correct. J'ai pas Ton âme a survécu. Oui, c'est ça. J'ai pas perdu connaissance. Mais en fait, j'ai surtout pas ri. Puis j'ai beaucoup aussi roulé les yeux dans le fin fond de mon cuir chevelu. C'est drôle parce que âme sensible, s'abstenir, je l'ai lu aussi dans un papier de 2009 sur Occupation Double, dans lequel, après s'être réjoui de l'absence de T-shirt Ed Hardy et de gel dans les cheveux cette année-là, on condamnait déjà, ou encore, certaines tournures de phrases. Par exemple, les fameux « ça va être » ou « ça l'a l'air ». Ou « ah non, attends, c'était-tu dans le billet de la semaine passée? » Ah oui, excusez, c'est les deux. 2009, 2025. Même combat qui mène à rien à Mané. Mais est-ce qu'il mène vraiment nulle part? On va y revenir dans quelques minutes. Fait que là, dans mon brouillon, c'est pas un brouillon, c'est un tourbillon anxieux, je me suis demandé si je contribuais pas un peu, moi, à cette espèce de phénomène gossant-là avec ma page, tu sais. Puis non. La réponse, c'est non. Puis c'est ce qui m'amène à vous parler de pépite versus garnotte ou petit caillou, si on veut bien parler. Alors, la garnotte, c'est quoi? Pour moi, c'est toutes les formes qu'on condamne, qu'on pourrait appeler des productions verbales non normatives. C'est-à-dire qu'elles ne font pas partie du registre comme soigné de la langue ou du français qui suit les règles de grammaire, de syntaxe, de vocabulaire qui sont établies par les ouvrages de référence. C'est par exemple des si j'aurais, il sentait, ça l'a l'air, cancon,
Genre, oui, mais cancon, c'est drôle. J'aime ça, cancon. Oui, cancon. Ben oui, Cancon. ça se dit bien, tu sais. Ou une fille que j'ai toujours trippé dessus. Ou quand on utilise un pronom féminin pour un nom masculin. Ou encore un mot anglais. Oh boy. Ben, Il nous lancerait la première pierre officielle. D'ailleurs, Amélie t'a dit il y a comme 3 semaines, mais quand on me lance la première roche. J'étais là, oh, c'est bon. Fait que c'est ça, tu sais, pour moi, là, on est vraiment à l'opposé de la pépite. C'est des petits cailloux, c'est sec, c'est gris, c'est vraiment sans intérêt. Quand on en a un dans notre soulier, on l'enlève, on continue notre chemin, on y pense plus, puis surtout, on le prend pas pour le garrocher en pleine face de quelqu'un. Des pépites, toutefois, ça c'est beau, ça brille. Fait que pour moi, c'est les mélanges d'expressions, les phrases dans lesquelles on s'enfarge un petit peu, mais dont on comprend quand même le sens, tu sais. Puis, ben, c'est drôle parce que ça frappe l'imaginaire ou ben ça tape dans l'œil, un des deux. Fait que j'ai étudié mes pépites, puis je les ai classées en quelques catégories, on va les voir tantôt, mais là, la garnotte. Puis pourquoi c'est pas drôle? Pourquoi ça gosse d'en pitcher partout? Ben déjà, je pense qu'on a fait le tour des critiques du langage des plus jeunes que soi. Parce que oui, souvent, les critiques proviennent des personnes qui sont d'une génération comme avant. Tantôt, je parlais d'un article de la semaine passée, puis d'un autre de 2009, mais des écrits sur la qualité du français, puis le déclin de la langue, ça existe depuis la nuit des temps. Donc là, je vous lis 2 citations. On ne sait presque plus le français. On ne le parle plus. Si la décadence continue, cette belle langue deviendra une sorte de jargon à peine intelligible. Tabarnak. Je suis gossée. C'est sûr que c'est un homme qui écrit. Ben oui, c'est un homme. Idéalement français. C'est un homme ou genre Joseph Facal. Ouais. Genre, c'est un des deux. Je suis plus capable. Mais non, c'est pas Joseph Facal, tu verras pourquoi. Je vous lis la deuxième. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus le sens de la langue, ne connaissent plus la syntaxe, s'égarent dans la loi de la concordance des temps. Ils s'expriment par des exclamations ou des phrases tronquées de verbe principal ou de complément direct. Ça sonne Mathieu Bock-Côté. Ouais, non, mais il filerait pas là, ici en ce moment. Fait qu'on pourrait faire un petit quiz puis essayer de deviner de quelle année ça date. Oh! Tantôt, t'as dit Joseph Facal, mais non. Non, parce qu'il n'était pas vivant en 1854. Oh boy! Ni en 1957. OK, fait que ça date pas d'hier, là, les petits... Attends, la station sur les jeunes, c'est 1957? Wow! Oui, mais... Moi, je pensais que c'était comme Richard Martineau qui faisait un cacamou, là. Il y en a sûrement déjà fait. Because he does. Non, mais Still does. c'est ça. En fait, c'est que c'est pas parce que j'ai choisi celle-là qu'il n'y en a pas eu une infinité d'autres avant aussi. Toutes les langues bougent, hein. Toutes les langues dansent. Non, mais attends, dis-nous, c'est qui... C'est qui? C'est des monsieur. Ah, OK. Je veux dire, 1854, là, comme je sais pas, son nom. Messire de quelque chose. Fait que c'est ça, j'allais dire. Toutes les langues dansent. Toutes les langues dansent à mesure que les gens les parlent, puis en étant aussi en contact avec d'autres langues, tu sais. Puis il y a des formes. Il y a des formes qui étaient autrefois rejetées en français, qui ont finalement été acceptées par les autorités langagières compétentes en la matière. Puis pourquoi? Ben parce que la langue est au service des locuteurs puis des locutrices. Puis si les locuteurs puis les locutrices, on décide qu'on utilise tel ou tel mot, ben le mot il existe en français, puis le dictionnaire arrivera en ville à m'amener. Mais je vous donne un exemple simple rapidement, la négation en français. Pendant longtemps, on utilisait juste le « ne » pour comme marquer la négation. C'était comme la forme standard, la forme acceptée. Mais tranquillement, les gens ont commencé à ajouter des « pas » ou des points pour donner comme plus de poids à ce qu'ils disaient. Puis, par exemple, elle ne crie pas, elle ne fait que donner son opinion. Quelque chose de même. Ben là, la forme s'est fait de plus en plus courante, puis éventuellement, c'est devenu la façon d'exprimer la négation en français. La seule, en fait, qui est maintenant prescrite par la grammaire, tu sais. Fait que des exemples comme ça, il y en a vraiment une trollée. Puis dans mes recommandations culturelles, je vais vous parler de l'ouvrage dans lequel j'ai tiré cet exemple-là. Tantôt, j'ai dit 2009-2025, même combat. C'est un combat qui mène à rien, mais c'est pas vrai. Il mène quelque part, puis il mène certainement pas vers un désir de mieux parler, entre guillemets,
ou de se plonger le nez dans une grammaire le samedi matin avec son café. Ça a plutôt le potentiel, en fait, de générer de la gêne, de la honte, puis un sentiment d'illégitimité. La sociolinguiste dont je parlais plus tôt, Anne-Frédérique Blais, a fait son mémoire de maîtrise sur les attitudes et idéologies quant aux pratiques langagières des candidats et candidates d'OD. Oh, wow! Ah ouais. Non, c'est ça. Puis elle s'est intéressée spécifiquement à l'édition d'OD chez nous, que j'ai pas regardée. C'est ça. Puis pour vrai, si vous êtes un peu nerd, puis vous avez envie de lire comme un mémoire de 100 quelques pages, je vous le recommande. C'est vraiment super intéressant. Puis elle a fait un travail de moine. Elle a recensé des milliers de commentaires de gens sur les réseaux sociaux qui concernaient la façon dont les candidats et candidates s'expriment. Des milliers, là. Puis aussi une centaine d'articles de journaux sur le sujet. Elle parle aussi des émissions de télé qui ont reçu des candidats et candidates éliminés, puis du spotlight qui a été mis sur eux par rapport à leur façon de parler. Par exemple, il y avait la candidate Noémie qui a souvent dit des « si j'aurais ». Puis, ils en ont fait un segment entier à la semaine des 4 juillet. Genre, mais je pense que ça avait été... Là, je me rappelle bien, ça avait été vraiment particulièrement... Il faisait des... C'est dans le temps de Marilyn Jonca, là. Il me semble, OD chez nous, hein. Puis, il avait fait comme même des segments dans les OD Extra pour rire des candidats. Si je me trompe pas, il me semble qu'on en a déjà parlé ici même, là, tellement qu'on trouvait que ça n'avait pas de bon sens, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est que ça a tellement pas de bon sens, en fait. Ils ont fait un montage de toutes les fautes de français qu'elle avait faites pendant son aventure. Puis, le résultat que ça a eu, en fait, c'est qu'elle a comme ri jaune. Elle a eu honte. Puis, elle a dit « Mais pourquoi j'ai passé à la télé? » Oh non, oui, pauvre petite. C'est terrible, hein? Toujours à cette même émission, ils se sont moqués de Stacy, femme d'origine grecque, et Cynthia, d'origine brésilienne. Les deux, live, pendant qu'ils étaient là, dans le show. Là. Puis, on s'est moqué de Stacy pour avoir dit à quelques reprises son thé. Puis, ce que ça a créé, c'est qu'elle a fini par dire qu'elle était pourrie en français, même si elle pensait qu'elle avait un bon niveau. Non, c'est ça. Puis, Cynthia, elle a aussi dit quelque chose de super triste, là, soit qu'elle ne devrait pas être la personne qui apprend le français à son fils. Oh non, mais là... Non, mais exactement, tu sais, c'est vraiment ça. C'est terrible. Puis, Cynthia, ils ont aussi ri d'elle pour sa façon de prononcer certains mots, mais genre, comme Cynthia... Elle n'a pas l'accent de français québécois, c'est sûr. C'est genre sa 4e ou 5e langue. Mais c'est ça. T'en connais combien, toi, messire, là, des langues? Messire! Calice. Je suis tannée. Fait que c'est ça. Give her a break. Ouais. Là, je vais faire une grosse parenthèse féministe ici, puisque là, pendant mes recherches pour le balado, je suis tombée sur plein d'études en linguistique qui s'intéressent au langage des femmes. Puis là... pourrait en parler jusqu'à la semaine prochaine. Il y a tellement de choses. Mais fait, juste comme brièvement, qu'est-ce qu'on trouve-tu pas, vous pensez? Que les femmes sont généralement plus sévèrement jugées pour leur écart à la norme, pour leur créativité langagière, puis aussi pour leur voix. Oui. Ouais. Même nous, on est coupables de ça, là. On a fait des jokes sur Laurie, là, puis même sur Cindy, sa voix, là. Comme... Pendant l'édition d'OD chez nous, justement, il y a eu des commentaires Facebook sur la parole. Quand je dis parole, c'est par exemple le thème de la voix, la prononciation, l'intonation. On disait que la voix d'Andréane était une voix de bébé nasillarde ou une voix de nunuche. Puis, Andréane, c'est celle qui est mariée avec Carl avec un C. Oui, OK. Oui. Puis, mais en fait, c'est aussi que certaines personnes ont dit qu'elle ne méritait pas de gagner à cause de sa voix. Mais là, à un moment donné, c'est ça, ça va loin. Dans ma propre recherche absolument non scientifique, cette fois, j'ai fouillé sur Reddit, comme vous faites parfois, et j'ai trouvé tellement de commentaires sur la voix de Cindy, des commentaires aussi sur le fil des ficelles, j'en ai vu. Oui, et d'après moi, je suis la seule personne de tout le Québec qui n'est pas agressée par sa voix. Ah, moi, je suis pas agressée non plus. Je comprends même pas quand les gens disent que sa voix est gossante tant que ça. Comme... Tu sais, elle est différente, soit. Dans le sens, elle sonne à différentes tonalités qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, mais comme, c'est ça, je pense même qu'il y a une ficelle qui le disait, genre, j'ai pas l'habitude de critiquer quelque chose que les gens peuvent pas changer, mais là, elle dit, sa voix me gosse vraiment, puis OK, you do you, mais moi, justement, je dresse la ligne où est-ce que quand quelqu'un peut pas changer quelque chose, je suis comme, ça sert à quoi que je prenne de mon précieux temps pour le critiquer, mais bref. Mais c'est vrai que son accent, il est intéressant, là. Elle a beaucoup de variations dans ses intonations, tu sais. Puis au début, moi aussi, j'étais comme, ah, mon Dieu, c'est... OK. Puis finalement, tu sais, en fait, c'est aussi son propos. Puis j'entends pas
son accent ou j'entends pas sa façon de parler. Tu sais, cette semaine, elle a dit à Lauriane, c'est le fun, tu sais, tu vas pouvoir apprendre à le connaître, comme y parler, dormir en cuillère avec lui ou plus, mais t'es pas obligé. Puis, tu sais, elle est sweet, là. Je la trouve sweet. Fait que, mais bon, des commentaires comme on est pas loin d'un jeune qui apprend le violon. La voix de Cindy, genre, s'il vous plaît, la prod, descendez le volume. Même si elle sera en finale, sa voix va causer sa défaite. Genre, mon Dieu. Ouais, c'est peut-être parce que moi, toute ma vie, on m'a dit que je parlais trop fort, puis que c'est comme un running gag, mais on dirait que genre tu l'entends pas chez les autres. Cindy, là, comme genre, je l'entends pas chez les autres parce que comme. Non, mais aussi, là, encore une fois, les voix des autres, pour vrai, je vais penser à la Palestine avant de penser à la voix des autres, dans le sens qu'il y a des choses qui me dérangent beaucoup plus dans la vie. Mais comme, donc, tout détaché de toute critique. La voix d'Anthony P., c'était pas la voix la plus sexy dans l'histoire, puis j'ai pas entendu une seule personne en parler autant que la voix de Cindy. En fait, j'ai vu un commentaire, fait il y en a pas eu beaucoup, effectivement, mais j'en ai vu un sur Reddit où là, c'est ça, sa hauteur de voix était comme moquée, si on veut, à Anthony. Mais c'est ça, il y a une voix comme plus aiguë, puis là, haha. Puis là, les filles, c'est pas bon, puis c'est pas... Fait que là, c'est comme de la misogynie, finalement. Non, mais c'est parce que là, c'est ça. Regarde bien où je m'en vais. Oui, mettons qu'on reste sur le thème de la voix. Il y a plusieurs travaux qui montrent que les paramètres de la voix, comme par exemple la hauteur, ont une influence sur la perception de compétence et de leadership. Il y a donc des femmes qui, dans des milieux politiques ou professionnels, vont abaisser la hauteur de leur voix, consciemment ou non, pour être prises plus au sérieux. Tout le monde fait oui, là. C'est ça. À l'audio, ouais. Non, mais en fait, j'ai remarqué que je le faisais moi-même, puis je m'en étais pas rendu compte, mais c'est ça. Cette semaine, en travaillant sur la chronique, j'ai réalisé qu'au travail, parfois, je faisais ça. Ça dépend avec qui je parle, tu sais, mais au téléphone aussi, quand c'est des rendez-vous, comme des personnes importantes. Je sais pas à qui je parle qui sont importants, là, mais comme que je vais être prise au sérieux, tu sais, je fais ça. Mais sauf que là, c'est que ça crée souvent un dilemme. C'est soit que tu utilises ta voix naturelle, donc qui est plus aiguë, mais là, tu vas être perçue comme moins crédible, moins sérieuse, trop émotive, pas professionnelle, trop immature. Parce qu'une voix aiguë, ben, ça rappelle comme une voix d'enfant, tu sais. Ou utiliser une voix plus grave, un ton plus affirmatif, mais se le faire reprocher parce que ben, c'est pas authentique, puis se faire dire d'être moins fâchée. On gagne jamais. Ma mère a dit que j'ai une voix de Montréal puis une voix de Valleyfield parce que je pense que des fois, j'essaye de tone down un peu mon accent. Mais pas officiel. Tu sais, une fois sur deux, je dis Emna avec mon accent de Valleyfield. Genre, c'est même pas parce que je sais que tu t'appelles Emna, mais comme c'est juste mon accent de Valleyfield. Ah oui, c'est ça. Mais ma mère a dit tout le temps ça. Des fois, elle m'entend parler particulièrement quand je faisais du télétravail en pandémie, là, elle m'entendait comme avec les jeunes au téléphone. Faire des appels de job. Ben, elle entendait pas. Ne vous inquiétez pas, la confidentialité n'était pas brisée, mais elle entendait comme mon ton de voix, puis elle était comme ça c'était pas tes amis. C'était quelque chose de sérieux. J'étais comme, moi, je trouve pas, mais comme je trouve juste une seule voix tout le temps, mais ouais, ma mère a dit ça. C'est drôle. Oui, c'est ça. Ça peut être quand même vraiment inconscient, tu sais. Fait que bon, là, finalement, si je reviens aux garnottes, là, puis au fait de pitcher partout des garnottes à tout vent, ben c'est que c'est pas drôle, parce que c'est beau, on a fait le tour, mais aussi, ça a le potentiel de stigmatiser plein de gens. Par exemple, des gens dont la langue maternelle, c'est pas le français. Des gens qui n'ont pas eu la chance d'être exposés longtemps à un registre soutenu ou une variété normée. Des gens qui ont des troubles de communication, soit développementaux ou qui ont été acquis à l'âge adulte, tu sais. Fait que c'est ça. Quand on pitch des garnottes en l'air, on est en train de refuser qu'il y a plusieurs registres de langue, en fait. Puis dans le cas d'OD, on est en train de dire, les candidats devraient utiliser un registre qui ne convient pas au contexte du tout, qui est un contexte d'échange naturel entre humains, tu sais. Bon, là, on va parler des pépites, puis pourquoi c'est drôle. OK? Fait que c'est ça. Tantôt, j'ai dit, les pépites, c'est doré, ça brille, ça illumine, ça fait du bien. Puis moi, je suis d'avis que de les recueillir, ce n'est pas de se placer en Jean Héroldi de la langue. Hein? Ce n'est pas donner des contraventions de style langagière. Au contraire, en fait, c'est de célébrer la langue. Oui. C'est correct de s'enfarger dans des phrases. C'est correct de se tromper de mots. Ça nous arrive toutes. Mon amie hier m'a dit « J'ai vraiment pas les yeux en face des trous. » Parce qu'elle est mère, puis elle est fatiguée, puis on a ri les deux. C'est drôle. Mais attends, c'est ça la bonne expression? Non, c'est les deux yeux dans le même trou.
Les yeux en face des trous, c'est pas quelque chose? Non, ça existe pas. Mais c'est ça aussi. Mais ça existe parce qu'elle l'a dit. Mais en même temps, t'as compris le message, tu sais. Fait que c'est ça. Bon, là, on va se faire plaisir, puis on va regarder différents types de pépites que j'ai recensés au cours des 4 dernières éditions. Alors, en premier, on a ma catégorie préférée, les véritables péronismes, donc. Un péronisme, c'est quand on prend 2 expressions figées qui existent, puis on les mélange. Donc, l'année passée, gracieuseté de Michael Courtier Immobilier. On a eu droit à « ça tombe comme des petits crises de pain chaud ». Mais il a mélangé, ça tombe comme des mouches. Puis ça part comme des pains chauds. Ah, ouais. Mais des crises de pain chaud. D'accord. Qui tombe du ciel, tu sais. Oui. Parce que c'est ça, il y avait eu genre une élimination double, je pense. Puis là, tout le monde ça partait. part comme... Je sais même si c'est Michael, mais merci. C'est celui qui a fait découvrir à Anna son homosexualité. On lui en remercie. Attention! T'es en train de se péter la tête ses plantes dans le studio de Macquarie. Ouais. Ça commence en force. C'est ça. Là, on n'en a pas souvent de ça, fait que quand il y en a, là, oh mon Dieu, je suis aux anges. Là, ensuite, on a la catégorie des expressions un peu déformées, défigées. C'est-à-dire que là, il y a un mot qui a été enlevé, ajouté, ou peut-être que des parties d'expression ont été inversées. Exemple, j'ai pas une tête faite sur Lauriane. Sûr. T'es dans une soupe chaude, je vais pas te le cacher. Moi, je suis venue ici avec aucune pensée. Oh, mais c'est cute, c'est drôle, là. Mais oui, il y en avait. C'est qui a dit ça? C'est Charles cette année. En parlant Charles. à Lou. Je sais plus qui, là. Ouais. Ramenez-le l'année prochaine, s'il vous plaît. Ouais. Ah oui, j'avais beaucoup ri. Bon, mais ça a passé super vite. Mais souvent, oui. des fois, je les écoute 2 fois, là, les épisodes. Puis là, j'ai réalisé que c'était tellement drôle qu'il n'y avait pas d'arrière-pensée, finalement. Tu sais. Oui. T'as plein de chats à fouetter. Puis là, pourquoi c'est drôle, t'as plein de chats à fouetter? Je me suis fait dire dans les commentaires, c'est une expression qui existe. Mais je suis comme, oui. Mais comme, genre, avoir d'autres chats à fouetter. Ouais. Parce que les expressions... les expressions figées, là, ils ont un sens figuré. Oui. Okay? Fait que quand je te Il n'y a pas de nombre de chats aussi. Ben, c'est ça. Si je te dis, hey, j'en fous de ça, j'ai d'autres chats à fouetter, OK, c'est beau, on a compris que tu as d'autres choses à faire. Mais comme si je te dis, elle a plein de chats à fouetter, ben oui, ça a le potentiel de créer cette image mentale de genre quelqu'un qui fouette des chats. Tu sais. C'est drôle, là. C'est doux, là. Non, c'est pas drôle pour les chats. Bon. J'aurais vu mes make-up avant ta Si je te dis, ouais, je me suis laissée tenter par la nouvelle saveur de Pépito Sangria. Le doux de la SAQ vend bien sa salade, en tout cas. Ben, moi, j'ai eu aucune image mentale de laitue Boston. Non. Par contre, quand Lara, d'Odé Andalousie, dit « Il vend bien de la salade », mais je comprends son propos, puis en même temps, genre, je ris. Je ris pas d'elle, mais je ris. Parce Lara. Que Lara et Vincent. Oui, Lara et Vincent. Ah, OK, oui, excusez. Oui, Ouais. c'est beau. Je suis là. Elle vend bien de la salade. On vend bien de la salade. On imagine Mathieu Pasta avec genre de la César à mesclun. côté. C'est ça. Quand je dis « Il m'a parlé de Via Ferrata », ça a semé une graine dans mon esprit, puis hey, ça me tente d'essayer. I will never say that, genre, mais OK, mettons, on dit ça. Mais si la phrase, c'est « Tout le monde dit que depuis le début, il sème sa graine un peu partout. » Mais genre, ouais. Bon, là. Mais j'en veux pas, l'image mentale, genre... Garde ta graine puis ailleurs. c'est ça. OK. Là, on va parler de « Je me sens unanime », OK? Je me sens unanime de notre Oh, fameux oui. dieu de la fertilisation, Yorick. Il voulait dire mitigé. Amélie est grave. J'avais oublié. C'est au début, là. Mais Ah ouais, moi, c'est- j'ai pas oublié. C'est ouais. beaucoup format C'est- collation, puis je me sens unanime pour la Oui. même personne. C'est ça. Mais toi, format collation, pour moi, c'est pas une pépite. Non, dans le non. sens que... c'est Il a juste repris ça de quelqu'un de l'année passée, en plus, là. Comme, Oui, c'est c'était vrai. quelque chose que quelqu'un d'autre avait dit, là, mais... Ouais, c'est ça. Ouais.
Fait que mitigé puis unanime, c'est pas des mots qui ont aucun lien sémantique entre eux. T'sais, ils sont pas mal quand même contraires. Fait que ça témoigne aussi de comment notre cerveau fonctionne puis va sélectionner les mots qu'on parle. Ça nous arrive toutes de dire genre « à matin » puis dans le fond, c'était « à soir » ou d'inverser les mots comme ça. Fait que c'est pas « ha ha, t'es cave, t'as pas dit bon mot ». C'est plus « hey, on s'attendait pas à ça » puis c'est comique, tu sais. Bon, finalement, j'arrive à la fin. Dans les pépites, il y a des phrases un petit peu mélangées, entrecoupées, inachevées, avec beaucoup d'idées en même temps, puis là, ça se bouscule. Exemple. Catherine, elle, l'année passée, avait dit « Je pense que toi puis Christina, vous avez quelque chose que moi, je pense que je serais pas capable d'arriver, mettons. » Oui. J'avoue que... moi, je suis coupable de ça. Je fais ça souvent. Mais oui, ma vie, j'ai commencé une phrase puis jamais la finir, là. Comme ça. Il y avait aussi le gars de OD Andalousie, là. Tu sais, là, celui qui s'était pas lavé les mains avant de pogner le visage d'Alexandra puis de la frencher dans les toilettes. Antoine. Ah, Antoine, oui, Pokéball. Chemise, Pokéball chemise, oui. Bon. Lui avait dit « Moi, j'ai vu un potentiel que peut-être que ce qui était pas vice-versa avec de sa part. » Bon. Moi, là... Moi, ce gars-là, j'ai pas de mépris envers lui parce qu'il s'est enfargé dans ses mots de même. Là. Je le juge toutefois parce qu'il avait dit qu'il voulait pas que sa date parte, qu'il reste pendant la nuit parce qu'il avait pas envie d'y parler le lendemain matin. Ça, c'est ça. Mais encore une fois, c'est une belle fenêtre sur les processus qui se passent dans notre cerveau quand on parle. On a une idée en premier, elle est abstraite, elle est pas tout à fait... elle est pas mise en mots. Fait que là, on va aller récupérer les mots dans notre lexique mental. Puis, comme on a vu avec Unanime, ben, nos mots sont organisés en réseau. Là. Ils ne font pas juste flotter comme ça. Après ça, on les assemble en suivant des structures syntaxiques de notre langue. Après ça, on envoie tout ça dans la machine à programmer les sons qu'on va avoir besoin pour dire la phrase. Puis après ça, finalement, on utilise la bouche, la langue, corde vocale, etc. pour le dire. Et tout ça, ça se passe en millisecondes. Fac, oui, des fois, il y a des glitches dans la matrice. Puis ça donne ce genre de pépite. C'est pas grave, c'est pas un signe de dégénérescence de la langue, c'est pas un signe de manque de connaissances, de manque de vocabulaire. C'est juste une preuve que le langage, c'est complexe, puis c'est vraiment tellement vivant et que ça peut être un vecteur d'humour. Genre, moi, je trouve ça miraculeux, en fait, qu'on parle. C'est miraculeux. Fait que c'est ça. Je vais finir cette interminable chronique par une citation sur laquelle je suis tombée récemment et que voici. La parole est un brouillon qui s'exhibe, contrairement au texte écrit dont nous n'avons toujours que la version finale. Ah, c'est beau! Hey, wow! Merci. Je suis unanime. Cette chronique était excellente. Merci. À toi, Amélie. Avant de commencer ma chronique, je veux juste dire que moi, mon péronisme préféré que j'ai dit un jour, c'est que j'ai dit qu'il vantait à écornifler les bœufs. C'est très fort. Mais bon. Moi, j'ai dit longtemps, il faut joindre l'ultime à l'agréable. Très longtemps. Genre, je l'ai su il y a 2 ans. L'utile. Oui, voilà. C'est mieux ta version. Oui, je trouve aussi. C'est comme Arnaud qui a dit que c'est un branlement de combat là, hier. C'est vrai. C'est drôle, mais c'est Arnaud. Oui, c'est ça, on l'aime moins. Cette semaine, mon sujet... Mais là, j'étais pas de bonne humeur aujourd'hui quand j'ai écrit ma chronique, mais là, je suis vraiment plus dans un meilleur mood à cause de ce qu'on vient de vivre avec Amélie Daudet Pépite. Mais bon, c'est pas grave. On va se remettre dans le mood de Renté. Oups, mon Dieu. OK. Excusez-moi, mon ordinateur ne veut pas coopérer. Bon. Fait que cette semaine, mon sujet est inspiré de mon écœurantite aiguë de la masculinité toxique à OD. On en parle à chaque année. C'est un passage obligé. Mais j'ai trouvé ça particulièrement flagrant cette semaine alors qu'on a vu un Arnaud dire à plusieurs reprises, à plusieurs moments, qu'il n'est pas stratégique, qu'il n'a jamais manipulé personne, alors que c'est définitivement lui qui colle les shots et qui tente d'influencer tout le monde à faire des choix qui le favorisent. Lui et ses bons chums de gars, une belle gang de bonhommes toxiques qui s'entretiennent là-dedans entre eux. On s'en va ensuite vers ta chronique de peut-être qu'ils se crossent ensemble aussi, mais en tout cas, on verra. Je disais pas de même. Moi, je vais y aller. Je vais dire de même. Bon, fait que je dois dire que comme la prod a entrepris le virage Too Hot to Handle cette année, j'avais un peu un espoir naïf peut-être, qu'on s'éloignerait des discussions en délibération de type qui a la connexion la plus sincère. Je veux dire, j'ai tellement, moi aussi, là, jusque dans le fond de mon cuir chevelu, mes yeux hier là, pendant la délibération, parce qu'à chaque année, c'est la même cassette, on joue dans le même film. Les candidats, les candidates savent pas vraiment comment évaluer la sincérité d'une connexion.
parce que comment on est supposé... Je pense que même que quelqu'un l'a dit à la table de délibération hier, comment je suis supposée... On n'est pas psychologue, comment je suis supposée juger de l'authenticité d'une connexion. C'est Jules Pierre, tu vois, tu l'aimes. C'est Jules Pierre. Puis elle cite tout le temps. Oui, je sais. Puis on se rabat... she grew on me. She grew on me. Puis on se rabat sur la longévité des matchs. Fait que ça semble comme impossible d'éviter cet écueil-là, même si la prod travaille fort d'un coin pour pas que les gens se matchent trop vite. On n'est jamais capable de sortir de l'hégémonie du couple. On en a déjà parlé une fois officiel. En fait, j'en ai déjà parlé il y a plusieurs saisons officielles. Même si la prod a créé des occasions pour les candidats et candidates de faire le sexe abondamment, qu'ils ont amené des twists censés retarder l'inévitable festival des matchs, même si la prod veut brasser les cartes dans la manière de faire les éliminations. Moi, j'ai quand même aimé les éliminations cette semaine. J'ai trouvé qu'il y avait des twists intéressants là-dedans. Et ils ont proposé un bassin massif de personnes potentielles jusqu'à la mi-saison. Bref, on s'en sort pas. C'est immanquable. Le couple hétéronormatif, monogame, de base, entre guillemets, dans notre société, est valorisé dans les délibérations. Puis c'est, encore une fois, oui, l'hégémonie du couple, mais j'aurais envie de dire, en fait, que c'est l'hégémonie des hommes. Puis j'aurais envie qu'on se penche aujourd'hui un peu sur la domination de leur opinion dans le jeu d'OD. Tout à fait. On va renter un peu ensemble. Let's go! Le mot hégémonie veut dire direction, commandement. On utilise ça dans une situation de domination, de suprématie d'un groupe, d'une idéologie ou d'une culture sur d'autres. Je vais donc parler ici de la domination masculine au sens du pouvoir qu'ils ont dans le jeu d'OD, mais surtout de leur influence qui est vraiment normalisé autant dans les structures de la société, mais qu'on voit se reproduire ça dans le microcosme d'occupation double. On va répéter, là, mais on le dit depuis 8 ans. Là, OD, c'est comme une petite société miniature où on voit les dynamiques se reproduire à plus petite échelle. Bref, leur point de vue des hommes, des gars à OD, leurs valeurs ou leurs comportements sont perçus comme étant la norme et universelle. Fait que même quand la prod essaye de brasser des cartes avec de très bonnes twists, moi, je trouve que cette année, franchement, ils ont sorti des affaires intéressantes. Oui, on s'ennuie pas. Là. Non, vraiment pas. Même quand ils essayent vraisemblablement de changer les règles du jeu, il y a toujours un dude toxique pour ramener l'ordre, entre guillemets. Ramener, par exemple, une perspective plus conservatrice sur qui devrait rester et pourquoi, ou faire une alliance stratégique avec ses amis, tout en mettant de l'avant des arguments trompeurs qui ne servent que son projet d'aller en finale avec des gens qui apprécient. On parle évidemment de Arnaud et Anthony, principalement. Et quand une fille essaye de jouer le jeu de la stratège, elle se fait automatiquement punir parce que c'est pas dans l'ordre naturel du patriarcat qu'une femme s'assume, prenne position et se montre proactive dans le jeu d'OD. Évidemment, Naomi, on en a parlé amplement que c'est ça qu'elle a vécu au début de la saison, mais maintenant, JP vit un peu la même chose. Tu l'as lu tantôt, le commentaire de de la Ficelune sur le thread, mais oui, on la sent comme plus assumée dans ses désirs, dans ses envies. Elle est fonceuse, elle est affirmée. Elle a dit hier qu'elle voulait sincèrement jouer à OD, qu'à ce moment, elle avait l'impression de jouer à Occupation simple. Puis, elle se fait présentement punir d'être un élément qui dérange dans cet ordre établi, ce contrôle qui est imposé aux femmes dans OD qui doivent être, et là, entendez les immenses guillemets dans ma voix parce que vous le savez, j'en ai déjà parlé, dans leur énergie féminine pour respecter l'hégémonie des hommes. Parce que l'hégémonie des hommes, c'est aussi forcément en contrepartie une certaine passivité des femmes. Mais oui. Une inertie qui devient honnêtement lassante. Là. Puis peut-être que c'est parce que ça fait 8 saisons qu'on analyse chaque mot des candidats, mais j'en peux plus, honnêtement. Par exemple, puis là, peut-être que c'est un stretch, OK? Mais pourquoi avoir demandé à Anthony de trancher entre les deux candidates? Pourquoi y avoir remis ça entre les mains? Pourquoi lui avoir donné ce pouvoir-là? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu une autre manière de procéder pour cette élimination-là? Vous me direz que ça avait peut-être du sens dans le contexte, mais je suis quand même restée avec une espèce d'arrière-goût désagréable en bouche, de comme, il me semble qu'il y a eu trop de contrôle, trop de pouvoir dans ce moment-là. Puis c'est comme une constante. Là. Les gars ont constamment trop de pouvoir, comme dans le jeu dégueulasse de peinture. On y revient. On en a parlé la semaine passée, mais comme... Ça m'a vraiment hanté, les amis, ce jeu-là. J'y ai repensé pendant la semaine, puis j'ai conclu que c'est vraiment la soumission forcée des filles qui m'a vraiment profondément dérangée. Pourquoi les gars se sont pas prêtés au jeu après, à leur tour? Est-ce que ce serait parce que c'est trop menaçant pour leur ego d'être vulnérable comme ça? Est-ce que ce serait un renversement du pouvoir trop important dans un jeu qui repose sur des règles hétéronormatives patriarcales?
Bref. Un autre exemple, les gars et tout le monde qui ont décidé unanimement de condamner que Anthony P. avait commis une faute irréparable en ayant discuté avec Catherine avant d'arriver à OD sur les réseaux sociaux, alors qu'on a compris finalement que Damien aussi connaissait Annie des réseaux sociaux, qu'il avait même la certitude qu'elle l'appréciait parce qu'ils ont eu des échanges not that deep, semble-t-il, sur le contenu qu'il a produit. On est en 2025 dans un jeu de dating. La prod persiste à choisir des candidats et candidates qui ont un certain clout sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est vraiment possible de s'attendre à ce que ça arrive pas? Comme pourquoi c'est une punition? Parce que de toute manière, ça va continuer d'arriver. Fait que pourquoi on laisse les gars dicter les règles d'OD? En fait, pourquoi il n'y a pas personne qui a dit, mais on s'en crisse, tu sais? Ils savaient pas dans les faits qu'ils allaient se ramasser ici. T'sais, en tout cas, c'est comme pas grave. Là. On n'est pas dans l'ordre de Pézy et Oli qui avaient planifié ça d'une manière machiavélique. Là. Puis comment on pourrait faire autrement pour que ça reste digeste rendu à la mi-session? Parce que j'ai trouvé l'épisode, oui, c'était plate, on l'a dit, mais j'ai trouvé que c'était, on l'a dit, le voyage de Béatrice et Sébastien, là, c'était comme la goutte de trop cette semaine. Puis moi, j'ai partagé la vie des Ficello. Là, j'avais pas envie de les voir encore. J'avais pas besoin qu'on me montre une Béatrice ternie qui a perdu son étincelle en voyage avec un gars trop vieux qui devrait pas triper autant sur une fille de presque 10 ans, sa cadette, avec qui il y a autant en commun. Il y a autant rien en commun. Puis on est supposé comme trouver ça normal comme situation. Est-ce qu'on est supposé accepter sans broncher que majoritairement les filles sont ébranlées dans leur estime personnelle avec tous les jeux auxquels on les a soumis? Même le jeu des questions, c'était chien. Les gars s'en sont bien sortis à comparer des questions comme posées aux filles. Tu l'as nommé avec Béatrice qui a dû comme rassurer l'ego de Sébastien sur le French. Elle revive des blessures, puis le concept de la sororité semble avoir complètement quitté le bateau sans qu'on se questionne sur c'est quoi les actions qui ont mené à ce climat de marde-là. Parce que moi, en tout cas, on aurait presque pu faire sororité 2.0 aujourd'hui, mais comme moi, j'avance que comme c'est les gars qui ont créé ça. Là. C'est toujours à cause des hommes que les femmes s'entretuent. C'est tout le temps la faute du patriarcat. Ben c'est ça. Puis malgré le fait que je trouve que la saison en cours est une des très bonnes saisons dans les dernières années, je dois dire qu'à la mi-saison, je ressens aussi comme une lassitude puis un peu de frustration. J'ai l'impression qu'on doit choisir comme entre juste visionner ça puis se laisser emporter dans le drama puis la trash TV, which is completely fine. Là, ça reste le but ultime d'OD, le divertissement. On se rappelle, Alicia nous l'a dit, on n'écoute pas un documentaire sur les baleines. Mais au début de la saison. Mais sauf que si on se met à penser à toutes les dynamiques qui se reproduisent constamment dans ce petit écosystème, pas juste au niveau du sexisme, là, mais aussi au niveau du racisme puis du manque flagrant de diversité à l'écran puis de l'absence totale de diversité corporelle, on dirait que je suis un peu comme lasse. Puis je me sens surtout impuissante de regarder Arnaud, le leader, l'idée le show, placer ses pions en toute impunité sans que personne le call out, sans que les filles se rendent compte d'à quel point il manipule tout le monde. Puis je me dis, ben écoute donc, c'est-tu possible de résister où le système dans lequel on évolue est tellement rigide, tellement renforcé de tout bord, tout côté que la résistance est futile, tu sais. Parce que la prod, il pourrait décider de montrer des extraits. La prod, il pourrait complètement décider de montrer, mettons, l'extrait de Naomi dans le... Tu sais, c'était où? Amsterdam qui était? Ouais. L'extrait de Naomi où on le voit comme, tu sais, la throw under the bus. Puis comme, tu sais... Puis là, je me dis, mais est-ce qu'on va finir par convaincre la prod d'OD après 8 ans de ficelle qu'on veut de la diversité, que les gens sont prêts, qu'on veut pas des douchebags même quand ils sont gentils, qu'on veut voir du vrai monde, qu'on veut des moments humains, puis pas nécessairement des personnages stéréotypés qui vont reproduire ce qui existe déjà dans notre quotidien. Tu sais, quand est-ce que la prod va comprendre que ben peut-être que si les femmes pouvaient être placées en position de contrôle dans OD, ben on aurait un esti de bon show. Parce que je trouve que, tu sais, la prod contribue. Tu sais, oui, c'est juste comme ça reproduit les dynamiques normales de la vie, mais je pense que la prod, avec les choix qu'ils font, ils contribuent là, à garder l'espèce de stéréotype aussi de comme les filles, on est bitch entre nous, puis les gars, on se fait des chapeaux melons, puis on est des bros, puis t'es mon soleil. Alors que comme, tu sais, puis là, ils vont... Tu sais, les choix qu'ils font, ça les pit against each other, les filles, en tout cas. Bref, j'espère que je serai un petit peu plus inspirée la semaine prochaine. Je suis juste un peu découragée de voir se rejouer année après année les mêmes patterns, tu sais. Puis on l'a dit dans les dernières semaines, des fois, on pourrait copier-coller des chroniques d'il y a 3-4 ans. Oui, après 8 ans. Après 8 ans, on pourrait... Ben c'est ça, on pourrait copier-coller des chroniques. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui a bougé. Il n'y a rien qui a changé, tu sais. Puis je pense que cette semaine, je commence à comprendre pourquoi il y a des gens qui ont décroché d'OD. Malgré le fait que c'est une bonne saison, je peux comprendre que comme si tu l'as écouté
comme religieusement, comme nous, depuis 8 ans, je peux comprendre que t'es rendu tanné. Comme de voir que les choses se répètent, qu'il n'y a rien qui change, que la prod... Oui, ils ont fait un effort cette année, mais ils ont fait un effort parce qu'ils veulent des codes d'écoute, tu sais, pas parce qu'ils se soucient d'amener l'émission nécessairement ailleurs. Puis tant mieux s'il y a des gens... Je pense qu'il y a des gens, en tout cas ce midi, j'en parlais avec des collègues qui sont revenus cette année parce que les gens... Parce que la saison est riche en rebondissements et tout, mais je pense qu'il serait juste temps de retourner à la table à dessin puis de se demander comment on peut créer, premièrement, un environnement plus sécuritaire pour les femmes, si on veut continuer de choisir des hommes fragiles et toxiques comme candidats année après année sans casser le moule, mais aussi peut-être qu'on devrait juste essayer autre chose. Peut-être qu'on est arrivé au bout du concept. Bien, tout à fait. Puis je pense, on l'a dit aussi à quelques reprises là, depuis le début de l'année, les spectateurs, les téléspectateurs d'OD aussi, on a évolué. Ben oui, on a vieilli. On a vieilli. Il y a peut-être des choses qu'on laissait passer, c'est moins tabou aujourd'hui. C'est plus out there, c'est plus à la mode d'être woke. Fait que là, il y a des choses qui passent plus. Fait qu'on se mais non, mais lasse, moi, je le vois avec... j'ai eu un choc quand j'ai réalisé les candidates qui avaient 23 ans, là, ce qui est comme... C'est vraiment jeune, là, au sens où on est vraiment vieille. non, mais au sens où on est rendu, je vais avoir 36 ans cette année, puis j'étais comme, tu sais, ça me choque vraiment plus que ça me choquait probablement le 8 ans, tu sais, une différence d'âge comme ça. Puis là, maintenant, je regarde ça, puis je me sens comme, ben voyons, on nous impose beaucoup de choses cette saison-ci. On en a parlé avec Marie-Pierre Morin, entre autres, là, mais comme, on nous impose des trucs que je suis comme, pourquoi vous pensez que c'est ce que le public veut? Ouais, ben, tu sais, mettons... Après ça, est-ce que les Manon et les Michel de ce monde commandent, tu sais, youpi, encore plus de Maison de l'amour malaisante? Ça, je sais pas, là, je me risque pas. Je me risque ni dans les commentaires Facebook, ni sur Reddit. J'essaie de garder vraiment... je lis pas grand-chose. Sur Reddit. Non, jamais. Mais au sens où je lis pas ce que les gens disent sur Reddit d'OD, je lis pas les commentaires parce que je veux rester, tu sais, focus sur nos sujets, mais comme... Il doit bien avoir une raison, mais je la connais pas. C'est la raison, puis je doute. Je sais pas. Ils sont peut-être juste dans leur pantoufle aussi, la prod. Donc, voilà, c'est un peu ça le take. Je pense que ça résonne chez beaucoup de personnes. Fait que merci pour ce rant toujours apprécié. Anti-monsieur. Oui, c'est ça, anti-monsieur. Et là, on va même aller plus loin dans l'anti-monsieur avec ton sujet. J'ai tellement hâte. Là. Écoute, j'ai essayé. Là, ça partait dans tous les sens, mais j'essaye de summarize. OK. Les femmes qui ont déjà été en couple avec des messieurs cis hétéros, OK? Je pense qu'on est plusieurs à partager, malheureusement, le fait d'avoir subi, à un moment ou à un autre de notre relation, un manque de respect flagrant de notre partenaire qui nous a peut-être, parfois, mené à nous demander « Coudon, y es-tu gay? » Pas qu'il y ait, évidemment, de problème avec l'attirance d'un homme pour d'autres hommes, bien sûr. Mais plus que parfois, on peut avoir eu le sentiment de, je sais pas moi, pas avoir été traité selon les mêmes standards qu'un ami homme de notre partenaire. Ou, je sais pas vous, moi, ça m'est arrivé de remarquer parfois beaucoup plus de douceur puis même d'amour de certains de mes anciens partenaires envers leurs amis hommes qu'envers moi. Super! Quelques exemples de moments où les gars d'OD se sont montrés particulièrement affectueux entre eux. Alors, ben, il y a Mathis qui est souvent assis sur Arnaud. C'est cute. Sinon, il y a toute une hypothétique idylle entre Anthony et Arnaud. Là, on dirait que je le voyais, mais là, il y a une fille sur TikTok, je la salue. Si elle nous écoute, elle s'appelle Skyla Dominique. Elle m'a fait beaucoup rire parce qu'elle les a mis back-à-back. Tous les moments Arnaud, Anthony, puis c'est flagrant là, quand tu les vois back-à-back. Déjà, elle a isolé la face d'Anthony quand Arnaud est revenu de la maison de l'amour puis qu'il a dit au gars qui avait couché avec Lauriane, Anthony a l'air dépité, pauvre petit loup. Il a l'air de comme, mais là, mon chum, pourquoi? C'est mon chum à moi, tu sais. Il y a aussi un eye contact. Je sais pas si c'est arrivé quand, ça. C'est-tu cette semaine? Je sais plus, mais Arnaud, à un moment donné, ça crème les tatous. OK? Parce que il fait ça, là. Il achète, là, je sais pas. Il se crème. Et il est debout, puis Anthony est assis à l'îlot, puis il y a un eye contact, là, tout le long du crémage. Même qu'à un moment donné, Anthony aide Arnaud à se crémer. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans OD Extra la semaine passée, ou en tout cas, même OD sur les réseaux sociaux a publié un extrait où est-ce que Arnaud et Anto sont main dans la main, couchés dans leur lit. OK? Puis là, Anthony dit « Salut, maman! » Tu sais, avec son accent qui dit qu'il fait sur Twitch tout le temps, là, ouais. Puis il dit « Salut, maman! Regarde, je suis avec mon meilleur ami. Il n'y en a aucune que je veux. Je suis pas intéressée. » Et là, Arnaud complète en disant « Parce que ce que j'ai trouvé, c'est encore mieux. C'est l'amitié. » Tu sais,
c'est cute, là, mais it's a lot back à back, OK? Mais je comprends mieux ça sort de où ton sujet. Parce que quand tu me dis ça, là, j'étais comme... Puis là, évidemment, il y a le fameux « on s'est collés comme des frères » d'Anthony. Ils avaient tout fait comme « ah ouais, tu colles tes frères comme ça, toi? » Sinon, plus tôt dans la saison, Arnaud, il avait dit à ses boys, il avait dit « la vraie question, c'est, je suis-tu prêt à sacrifier un de mes boys à la place de Naomi? » Non. Ça, c'était, je pense, à la table de libération qui avait donné à l'élimination de Naomi. Aussi, je vous lance des questions de même. Avez-vous déjà entendu Arnaud parler de ce qu'il aime chez Lauriane? Non. Je réfléchis, là. Jamais. Pas particulièrement. Rien de flagrant. Absolument rien. Il n'y a pas tant eu de conversation, on dirait. Non, il a plus parlé du lever du soleil que de Lauriane. Je sais pas, on parle de ses totons à l'arrivée. Non, mais je veux pas qu'il parle, je veux pas qu'il objectifie, mais non, mais c'est ça. Mais c'est pour dire vraiment, t'as trouves-tu ton goût ou c'est vraiment accessoire, là, Lauriane, en tout cas, dans ton expérience? Est-ce que Mathis, qui a admis avoir couché avec Laurie, avoir eu des rapprochements, y a-tu dit des belles choses sur Laurie depuis qu'il comme... À aucun moment. J'ai réécouté les extraits. Il dit rien de beau. Anthony, dans son choix qu'il a fait, là, il a choisi Alexandra là, au détriment de Joanie. Y a-tu déjà parlé en bien d'Alexandra tant que ça? Comme pour vrai, je réfléchis, je suis comme Chris. Il nous coupe-tu systématiquement ça au montage ou c'est juste parce que ils sont pas capables de parler de je sais pas. Puis tu sais, il y a les gars au début de la saison aussi, là, quand il y avait des étoiles dans les yeux, quand ils parlaient de Béatrice. Là, vous vous rappelez de cette époque? Mais souvent, les compliments, ils tournaient pas mal autour de juste son physique, which is, she is gorgeous, comme don't get me wrong. Mais on dirait qu'il s'intéressait, ou en tout cas, on le voyait pas au montage, de ce qu'elle avait au-delà de son physique, tu sais. En tout cas, fait que pour moi, à part Cédric là, qui a dit cette semaine, c'était cute, que la seule œuvre d'art dans le party vernissage, c'était Catherine, puis que c'était bien romantique. Est-ce que vous avez ressenti une réelle attirance au-delà du physique des gars pour les filles cette année? Pas moi. Pas moi, je trouve ça difficile. Difficile, même, tout à fait. Et moi qui cherche toujours à comprendre pourquoi les relations hétéros sont si peu fluides et égalitaires et offrent si peu de réciprocité, j'ai donc exploré ce doute qu'on cultive, moi et d'autres femmes badass misandres que je suis sur TikTok. Et j'ai nommé « Les hommes hétéros le sont-ils vraiment? » OK? Si cette phrase vous dit quelque chose, d'abord, welcome to the club. On se réunit une fois par mois pour un club de lecture des livres de Martine Delvaux, / des séances de rituels de purification où on crisse les tucs roulés de nos ex dans le feu. Vous êtes toutes les bienvenues. Fait que soit ça, ou sinon, non, mais cette phrase vous dit quelque chose, parce que c'est le titre d'un essai paru en 2023 par la créatrice de l'excellent podcast féministe que je recommande, Mécréante, Léane Alestra, et où elle observe les relations hétérosexuelles et les masculinités avec une perspective queer. Alors, je ne l'ai pas lu encore, mais j'ai lu beaucoup d'articles sur la parution de ce livre-là, dont une entrevue qu'elle a accordée au magazine français Les Inrecuptibles. Puis je vais vous en citer, je vais vous citer quelques fois dans cette chronique. Alors, elle se fait demander, entre autres, ne serait-ce pas de la simple bromance, tout ça? Genre, est-ce qu'on voit ça trop loin? Puis c'est aussi ce que plusieurs internautes ont commenté en dessous du TikTok de Skyla Dominique, dont je vous parlais, là, sur l'hypothétique idylle entre Aaron et Anthony. Tu sais, c'est juste la bromance, là, capable avec ça. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais l'autrice Chloé Savoie-Bernard en avait parlé à ce micro dans la saison 4 des Ficelles, l'ère prééminent, comme j'aime l'appeler. Vous irez réécouter sa chronique, même que l'épisode s'appelait Bad Bromance. Très bon titre, bravo. Ça devait être solennel. Puis parce que bien sûr, on n'a rien là, contre la bromance, ou en tout cas, on ne critiquera jamais l'amour fraternel et sain entre hommes. Mais Léane Alestra, l'autrice du livre Les hommes hétéros le sont-ils vraiment, est un peu plus tranchante. OK? Dans son entrevue avec le magazine iRock, elle dit « La bromance, c'est une histoire d'amour gay qui ne s'assume pas. » Ça commence bien. Elle dit « C'est une relation amoureuse sans sexualité apparente. Ce modèle fait rêver depuis longtemps déjà, puisque dans La bûche de Guy de Maupassant, tout à fait, Guy de Maupassant donc, racontait que son meilleur ami allait se marier et qu'il le vivait comme un effondrement, une trahison, parce que l'amour entre hommes était le lien le plus fort et le plus beau. » J'étais comme « OK. » Fait que là, elle dit dans son livre que en fait, les hommes hétéros subissent une dissonance cognitive majeure et que tout ça, c'est évidemment rooted in patriarchy et que celles qui en font les frais, comme d'habitude, ce sont souvent les femmes. Elle dit, on demande aux hommes, d'une part, de faire clan entre eux en tant que dominants.
Elle dit que c'est un exemple intéressant. Elle dit tout comme la bourgeoisie organise des dîners mondains, les boys clubs sont des dîners mondains de genre où les hommes restent entre eux pour établir une domination concrète. Tu sais, ça fait quand même écho avec ta chronique. Elle dit il faut privilégier les hommes, se distinguer des femmes, les dévaluer, donc, et être sexiste évidemment. Mais il faut aussi être les amants des femmes, donc relationner avec elles. Puis elle dit tout ça, c'est complètement contradictoire. Cette instabilité-là n'est pas neutre. Elle a un but social, celui de maintenir la compétition entre les hommes. Puis cette compétition-là, ben, elle sert toujours à quelque chose. Elle sert à faire prospérer une élite. Elle dit toutes les femmes aussi produisent pour les hommes et beaucoup d'hommes produisent de la richesse pour d'autres hommes aussi. Tu sais. Puis là, vous allez me dire, mais là, non. Franchement, t'as pas tout vu ça juste dans le kirémage de dos entre Anthony et Arnaud. Ah oui, tout est politique, la gang, même la SPF 50, OK? Mais ce qui a le plus résonné avec moi, c'est quand elle parle d'admiration, OK? Elle dit... Très peu d'hommes ont de l'admiration pour les femmes et encore moins de l'estime. Et je pense que c'est très difficile d'aimer et de désirer quelqu'un si on ne l'estime pas. Ça fait mal à lire. Souvent, les hommes voient dans les femmes uniquement ce qu'elles vont leur apporter, c'est-à-dire un confort matériel, psychologique, une personne présente, bienveillante, qui va les aider. C'est le fameux dicton « Derrière chaque grand homme, il y a une femme ». Il n'y a pas de T, pardon. La femme... Amélie ne serait pas fière de moi. Messire ne serait pas fière de moi. La femme va porter à bout de bras l'homme pour qu'il réussisse dans ses projets tout en restant dans l'ombre. Fait que là, j'étais comme, OK, les hommes ne sont pas hétéros. C'est dossier clos, parfait. Mais là, j'ai continué de chercher dans le fond, dans les fins fonds d'Internet parce que je voulais en savoir plus, OK? Puis j'avais pas le temps de lire le livre au complet de Léane Alestra avant l'enregistrement de ce soir. Et ça m'a mené au blog La M'expliqueuse, OK? Comme dans Mansplaining en français, là, M'expliquer. C'est un blog où l'autrice, je soupçonne, elle fait ses accords au féminin, m'explique la vie au mec. Donc, OK? Vraiment bon. Je sais absolument pas ce que cette personne fait dans la vie ni son expertise. For all we know, elle a peut-être aucun diplôme universitaire pour émettre des théories. Elle est peut-être dompteuse de lion, je sais pas. Mais on n'en est pas à une source étrange près dans notre chronique officielle, alors je vais la citer pareil, OK? Fait que dans son article de blog, La M'expliqueuse, OK? Son article est intitulé « Pourquoi les mecs préfèrent les mecs ?» Elle parle d'un concept dont je n'avais jamais entendu parler, l'homosocialité. C'est un terme sociologique pour décrire la tendance à avoir une préférence pour les personnes du même genre dans les relations, même non sexuelles. Alors là, la M'expliqueuse précise, elle dit « L'homosocialité va souvent de pair avec l'hétérosexualité. » Elle dit un jour, un mec gay... Bon, vous comprenez qu'elle n'est pas de Saint-Eustache, tu feras pas l'accent. Non, je ne ferai pas l'accent d'Anthony. Un jour, un mec gay m'a dit « Il n'y a rien de plus gay qu'un hétéro. » Elle dit « C'est vrai que tous ces mecs qui passent leur temps entre eux, quand même, c'est un peu gay, non? » Ne vous inquiétez pas, ils l'ont remarqué et c'est ce qu'explique Eve Sedgwick dans son livre Between Men, English Literature and Male Homosocial Desire. Dans le fond, selon elle, l'homosocialité puis l'homosexualité existent sur un continuum. Fait que chez les hommes, on est homosocial parce qu'on vit dans une société misogyne puis que tout ce qui est masculin puis viril, c'est valorisé au détriment du féminin. Puis si les hommes sont les êtres supérieurs, avec des guillemets, n'est-ce pas? Ben, qu'est-ce qu'il y aurait de plus naturel que de juste chercher leur compagnie? Hein? Fait que là, la M'expliqueuse dit, en gros, que quand on passe tout son temps avec des hommes, nos affections et rivalités, nos hiérarchies, nos jalousies deviennent ce qu'il y a de plus important. Ce qui prime sur tout, là, c'est se prouver à soi et aux autres hommes qu'on a notre place dans cette société masculine. Mais attention, parce qu'ils aiment toujours le préciser, no homo! No homo! Parce que, pour faire court, évidemment, l'homosexuel est le pénétré, comme le dit la M'expliqueuse, donc le féminin, donc l'inférieur. C'est comme ça que les liens se font, peut-être. Et en même temps, les hommes utilisent les femmes comme des pions sur un petit jeu d'échecs pour établir une hiérarchie entre eux. Hein, s'ils cherchent à coucher avec une femme pour prouver qu'ils sont un vrai homme, mais c'est en grande partie pour le prouver aux autres hommes. C'est pas pour le prouver aux madames certains, parce que ce sont eux, leurs pères, eux dont le jugement compte. Au final, les femmes, en tant que personnes, ne comptent pas tant que ça dans l'affaire. Je pense à toi, Arnaud et Lauriane, OK? Fait que là, elle dit, en tant qu'homme, on apprend à haïr les femmes, mais on est obligé de les aimer. On apprend à aimer les hommes, mais c'est interdit de les désirer. Fait qu'après ça, débrouillez-vous pour faire marcher ce système violemment déglingué, conclut-elle, OK?
Alors, ma conclusion à moi, c'est « Fait que lesbianisme politique, am I right? » Alors, Léane Alestra répond « Je ne dis pas que la solution est de devenir lesbienne, mais je dis ne cherchez pas toutes votre bonheur dans le couple hétéro. Ayez des amis, syndiquez-vous, rejoignez une association féministe. Il y a plein de manières de faire, mais ne mettez pas tous vos espoirs de reconnaissance sociale et de bonheur sur une personne et sur le couple hétérosexuel. » Voilà. Ah, c'est vraiment intéressant. En plus, je pense que d'une certaine manière, des fois, ben là, je dis pas, j'allais dire les femmes, mais comme, entendez-moi, là, mais moi, ça m'arrive souvent, mettons, dans des discussions avec des collègues ou avec des gens qui sont peut-être moins level Bowser de féminisme que nous, qui vont dire, croyez-vous à ça, l'amitié homme-femme? Parce que moi, là, si mon chum, là, il y a des amis de filles, là, moi, je suis jalouse, puis je pense que nanana. Puis là, moi, je me dis, mais on encourage-tu ça? Parce qu'il y a certaines femmes qui vont vraiment être rassurées, mettons, que leur chum n'ait pas d'amis de filles. Ils vont trouver ça rassurant, ils seront pas jalouses, ils vont dire que ça veut dire qu'il est fidèle, qu'il a pas des idées derrière la tête, tu sais, d'avoir des amitiés de filles. Alors que, puis là, moi, les gens, écoute, sont tellement choqués quand je dis ça souvent dans d'autres milieux, mais je suis comme, ben moi, si les gars que je date, ils ont des amis de filles, pour moi, c'est un green flag. Parce que je me rends compte que comme ils sont capables d'avoir des chums de femmes, comme des amis, sans nécessairement juste vouloir coucher avec. Mais là, comment tu sais, c'est parce qu'ils sortent de l'homosocialité. Ben, c'est ça. Moi, mon ex, il y avait vraiment beaucoup de très bonnes amies de filles, dont certaines qui écoutent les ficelles et que je salue. Puis comme le gars que je date en ce moment aussi, il y a des amis de filles que je... Puis tu sais, jamais ça va me passer par la tête de comme, c'est-tu parce qu'il veut coucher avec ces filles-là? Ça me semble un grand green flag, mais j'ai l'impression qu'on... Tu sais, le patriarcat, puis qu'est-ce qu'ils nous mettent dans la tête, l'insécurité, bien, on encourage un peu les hommes à comme être vraiment des bros entre eux. Comme, un green flag sur pattes. Ça a été dit, hein? Ça a été dit. Un safe space, ça a été dit souvent aussi. C'est vraiment intéressant. Fait que, ouais, vous googlerez ça, puis vous lirez ce livre-là. Ça a l'air bien intéressant. On verra s'il y en a d'autres, exemples à travers la fraternité, fraternité. Homo-sociale. Est-ce que vous avez des prédictions, les filles, cette semaine? Bien là, on a appris dans OD Extra que là, il allait mixer les maisons cette semaine. Peut-être qu'au moment où vous écoutez... je veux dire, au moment où vous écoutez ces lignes. C'est super. Le moment où ça m'a teinté. Peut-être que ça sera déjà le cas. Mais donc, là, ils ont dit que si tu avais un top 1, ben, ils te mettront pas dans la maison avec ton top 1. Fait que là, ça va titiller. Ils vont les soumettre à la tentation. C'est ça qu'ils ont dit. Des tentations s'invitent. Fait que là, mettons, là, ça veut dire que, mettons, ils mettraient... ça va bien se passer, ça. Ils mettraient Damien avec Cindy, mettons. Moi, je pense que c'est ça qui va arriver. Ben, c'est ça. Puis ils mettraient peut-être Anthony avec Julie-Pierre. Mais c'est sûr, parce que là, ils ont comme demandé c'était qui toutes les... On aurait dû s'en douter. Tu sais, moi, j'écoutais ça et je me disais, pourquoi ils demandent à tout le monde c'est qui leur top 2 rendu là? Mais c'est clair que... Tu fais des liens. Je fais des liens. Je savais pas catché ça du tout. Je veux dire, je prétends pas avoir la vérité absolue, mais d'après moi, c'est pour ça qu'ils ont fait cette activité-là. Ils vont séparer Béatrice et Sébastien. On va avoir la coalice de... Mais je sais pas, moi je suis pas certaine que ça va créer, peut-être pour faire un deuxième lien avec ma chronique, moi je pense que les gens sont rendus trop matchés. Je pense pas qu'ils vont s'autoriser à explorer des connexions avec leur top 2. Mais peut-être qu'ils vont nous surprendre. Je touche du bois, peut-être qu'ils vont nous surprendre, mais je crois qu'ils sont trop matchés puis qu'ils voudront pas transgresser la règle. Non, mais ça risque de devenir un genre de Big Brother rendu là. Ouais, juste ils se jasent entre eux puis ils font des... Je sais pas, j'espère. Puis je pense que c'est le pari que la prod a pris, là, de penser que mais mettons, là, tu laisses Julie-Pierre avec Anthony, là. Pas que Julie-Pierre ne respecte pas le consentement de machin, mais comme... Tu sais, elle s'en calisse de ça, là, des conventions puis de tout ça. Puis je pense qu'elle aime bien Maxime, mais que si elle a l'opportunité de Fridge Anthony, elle le fera sans doute. Mais moi, je fonde beaucoup d'espoir sur le fait que Elijah n'a plus de top 1, déjà qu'il était très tiède de Clara. Fait que peut-être que ça, il pourrait se passer quelque chose. C'est ma prédiction. Peut-être qu'il va se passer quelque chose. Avec Lauriane, genre. Ou Elijah avec n'importe qui d'autre, avec Cindy, avec Arnaud, avec qui? C'était qui dans son top 2? J'ai oublié. Arnaud. C'est ça. Son seul top, c'est lui-même. Oui, mais en plus, c'est bon parce que Anthony a manifesté sa déception qu'Alexandra ne l'a pas regardé en sortant du party. Ben, cette semaine, il n'y a pas eu d'Anthony Alexandra. Non, vraiment dans pas. Sens, peut-être que la prod s'est dit aussi c'est le meilleur timing. Là, on a un peu... Mais paraît-il que toutes les twists sont décidés d'avance. Là. Fait que je sais pas si c'est juste que ça tombe bien à ce moment-là, mais c'est ça que j'entends là, dans les cercles des
des téléréalités. Fait que, voilà. On verra, mais vous le saurez déjà au moment. Des fois, nos prédictions, souvent, c'est comme, did it age like milk? Une affaire qui age comme milk, on a reçu un message, un DM sur Instagram de j'ai écouté les vendredis au dé sur votre recommandation. C'est pas bien bon. Puis j'étais comme, moi, semi-bien vieilli. C'est pas tout le temps une bonne émission. Au début, il y avait plein de scoops et tout ça, mais là, c'est moyen. Bon. Avant de terminer l'épisode avec les recommandations culturelles, on aimerait vous glisser un petit mot sur le Patreon des ficelles parce que le deuxième enregistrement devant public réservé aux abonnés Patreon va avoir lieu quand? La semaine prochaine. Ah oui, je ne savais pas. Le lundi 27 octobre. Et on vous l'annonce en grande primeur. Solène sera de retour avec nous pour cet épisode devant le public. Elle a eu la piqûre du live. Oui, je pense qu'elle a bien aimé vous retrouver. Oui. Ainsi qu'une invitée mystère extraordinaire que vous nous avez réclamé avec vigueur, mais on ne peut pas en dire plus pour le moment. Mais il est encore temps de vous abonner pour vous joindre c'est full exclusif, là, il faut être abonné Patreon pour l'avoir. Il faut absolument être abonné pour être Patreon, autrement, il n'y aura pas de billets en vente là, pour celui-là. Vous voulez pas manquer ça, Gabrielle. Et pour les gens qui sont déjà abonnés, Gabrielle... Pardon, notre ficelle de l'ombre va vous écrire sur la plateforme Patreon là, justement cette semaine pour donner tous les détails. Alors, surveillez ça dans la prochaine semaine. Évidemment, il y a aussi plusieurs autres paliers pour correspondre à tous les portefeuilles si c'est pas possible pour vous là, de contribuer à ce niveau-là. Donc, on vous invite à aller découvrir plein de belles exclusivités sur la page Instagram. Et on a des petits shout-outs à faire cette semaine aussi. Oui, peux-tu tourner vers moi? Attention, le verre d'eau. Tout va bien. OK. Merci. Un tout particulier cette semaine à Camille H, Benoît Mador, Juliane Poulain, Catherine Lalonde, Claudine PC et Annie TF. N'oubliez pas de nous envoyer des questions pour le segment exclusif Patreon parce qu'on aime vraiment ça de répondre directement à vos sujets. Yay! Recommandations culturelles. Veux-tu commencer, Amélie Pépite? Oui. Moi, je voulais rester dans mon thème, évidemment. Alors, je vous propose, avec vigueur, comme tu viens de dire en plus, 2 livres sur le français que j'ai dévorés la semaine passée. Puis attention... T'as lu 2 livres la semaine passée, wow. Oui, mais c'est parce que j'étais en mode, oh mon Dieu, je me prépare. À tourbillon. Oui, vraiment. Mais excusez, ça sonnait vraiment niaiseux. Comme c'est juste admirative du fait que mon TDAH ne me permet pas ce genre de truc, mais vas-y. Mais en plus, tourbillon, c'est le nom de notre jouet Eros la semaine. Hey, mon Dieu. Tout est vraiment tout dans tout. C'est pas un tourbillon anxieux. OK, vas-y. Bon, c'est ça. Fait que ce n'est pas le grand traité de la grammaire française ou répertoire des 56 000 exceptions de la langue française que tous doivent de maîtriser pour parler un français impeccable. C'est pas ça. C'est pas le Becherel. Non, c'est ça. C'est le premier, j'en ai 2. Le premier, c'est État d'âme, état de langue par Marty Laforêt. Donc, c'est une sociolinguiste et professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Puis c'est un essai dans lequel elle démontre l'idée que le français québécois serait un français abîmé. Donc, elle montre que les formes populaires qu'on juge souvent incorrectes obéissent en réalité aux mêmes règles naturelles que toutes les langues et en fait, son essai invite à se défaire de la honte linguistique. Et le deuxième, c'est La langue rapaillée, combattre l'insécurité linguistique des Québécois d'Anne-Marie Baudouin-Bégin. C'est mon amie. C'est-tu vrai? Je connais bien, oui. Fait que linguiste spécialisée en sociolinguistique historique du français québécois. Et dans son essai, elle s'attaque à l'insécurité linguistique des Québécois. Elle dénonce l'idée que le français d'ici serait un mauvais français et plaide pour qu'on le reconnaisse comme une variété légitime, riche et complète. Très nice. Merci. Vas-y donc, Amélie. Ben oui, moi, en fait, du 20 au 31 octobre se tient la 3e édition de la campagne La grossophobie, ça suffit, du groupe Équilibre, que vous connaissez sans doute. C'est Debbie Lynch-White qui a lancé la campagne aujourd'hui avec une vidéo qui démontre un problème que vivent de nombreuses personnes grosses, toutes les personnes grosses, c'est-à-dire les commentaires non sollicités, les micro-agressions grossophobes en public et la hantise de briser une chaise au restaurant. Et en l'honneur de cette campagne, en fait, j'aimerais vous recommander le livre de mon amie Nadia Tranche-Montagne, La grosse qui rêvait d'amour. Je vous lis le synopsis. Samuel a toujours rêvé de trouver le grand amour. Un obstacle semble pourtant se mettre sur sa route, son corps. Un corps gros qu'elle peine à accepter, surtout quand sa mère ne rate jamais une occasion de le critiquer. Dans le tumulte de ses relations familiales délétères, de ses premiers émois amoureux et de la découverte de sa sexualité, Samuel aspire à s'émanciper et à faire la paix avec son apparence. Des amitiés riches et une aventure salutaire l'aideront petit
petit à petit à découvrir sa valeur au-delà de son enveloppe charnelle et à reprendre le contrôle de sa vie. Alors, si vous avez envie d'en apprendre un peu plus sur la grossophobie à travers de la fiction, au lieu de lire des essais théoriques, des fois, on est un peu tanné, on veut quelque chose de plus léger, ben, comme dirait Emna, run, don't walk, pour lire le livre de mon amie Nadia. Et si vous êtes une personne grosse, ça risque vraiment de faire du bien à votre inner fat teenager. Ah, malade. Donc, je termine avec la mienne. Bon, à part l'essai de Léane Alestra, Les hommes hétéros le sont-ils vraiment? J'aimerais vous recommander aussi Captive, qui est un balado de true crime québécois qui parle de crimes et de la scène judiciaire au Québec en général, animé par Annie Lorrain et Michel Ouellette. J'adore ce podcast. Écoutez, ce podcast-là s'inscrit dans une de mes 10 000 initiatives pour Decenterman, c'est-à-dire que j'essaie le plus possible de ne consommer que des œuvres, des livres, de la musique, des balados faits par des femmes. La saison 5 vient juste de sortir. D'ailleurs, un des derniers épisodes est super intéressant, mais vraiment troublant. Il revient en détail sur la mort de Joyce Echaquan à Joliette, survenue il y a 5 ans. Je connaissais le dossier comme un peu tout le monde, je pense, mais pas dans autant de détails. Puis ça m'a vraiment mis à l'envers. C'est bien fait, c'est bien raconté, c'est fait avec beaucoup de bienveillance puis d'empathie pour les familles des victimes. 10 out of 10 would recommend. Wow! Hey, mais merci, c'est là-dessus qu'on se quitte cette semaine. Merci, Amélie, d'avoir participé officiel. On peut te suivre sur Instagram à commercial OD. À commercial, j'ai genre 127 ans. C'est juste que j'ai marqué at dans mon canevas. Donc, at OD Pépite, pas d'accent, avec un S. Merci, Gabrielle, notre ficelle de l'ombre, pour la production, la diffusion, l'organisation. Merci à l'équipe de Virage Sonore pour leur chaleureux accueil. Merci, Marie-Hélène, magicienne du montage. Merci à Julien Simard pour le jingle. Et merci à vous, Ficello, Ficelloune. Merci d'être si enthousiaste et de nous motiver à donner le meilleur de nous-mêmes, même s'il commence à faire noir le soir, beaucoup trop tôt, SOS. Comme d'habitude, vous pouvez nous écouter sur le site web de Pivot Québec et sur votre plateforme de balado préférée chaque mercredi. À la semaine prochaine. Bye bye!